Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, nous voici de retour dans votre émission Faut qu'on en parle avec nos invités. Nous allons parler d'un sujet brûlant, celui de l'énergie, un sujet qui vous préoccupe. Le XXe siècle était celui où l'on ne comptait pas l'énergie. Elle coulait à flot, elle est bon marché. Puis nous nous sommes rendus compte que les impacts environnementaux étaient très importants au début des années 2000. Et pourtant, depuis, notre demande en énergie ne cesse de croître avec de plus en plus d'appareils qui en consomment. Comment faire pour changer de modèle ? Faut-il aller vers plus de production ou une réduction de nos besoins en énergie ? Avec nos spécialistes en plateau, nous allons tenter de dessiner le monde de demain. Et pour co-animer ce débat, Mylène est avec moi. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. La guerre en Ukraine a intensifié les inquiétudes. Déjà problématique depuis de nombreuses années, a-t-on les ressources nécessaires sur Terre pour bientôt 8 milliards de personnes ? L'électricité est présente dans notre quotidien pour travailler, se chauffer, s'éclairer, se déplacer. L'arrêt de la moitié du parc nucléaire français en mai dernier et l'interruption récente des livraisons de gaz russe constituent-elles une réelle menace pour notre approvisionnement en électricité et en gaz l'hiver prochain ? En fin 2015, les réserves de pétrole étaient estimées dans le monde à près de 1698 milliards de barils, soit l'équivalent d'environ 51 ans de production mondiale au rythme actuel. Faut-il s'inquiéter ? Par quoi le remplacer ? Que pouvons-nous faire à notre échelle ? La voiture est un élément indispensable à notre quotidien. Essence, diesel ou électrique, que choisir pour le porte-monnaie et l'environnement ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Pétrole, électricité, gaz, à bout de ressources ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons Maxence Cordiez, qui est ingénieur au CEA et auteur du livre Énergie chez Tana Éditions. Bonsoir Maxence. Bonsoir. Brice Sauvage, ingénieur sur les projets de maintenance du parc nucléaire chez EDF. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Baptiste Andrieux, qui est doctorant en modélisation des liens énergie-économie-matières premières à l'Institut des sciences de la Terre et au Shift Project. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Paul Calvé, membre de l'association des Shifters qui lance des réflexions sur la décarbonation. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Olivier Calousdian, qui est membre de The Provençaux, l'association Fauve, et usager de véhicules électriques depuis 2018 et au quotidien d'une Kia El Niro. Bonsoir. Bonsoir. Et on aura par téléphone Vincent Arouet, directeur général de Sunology. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu as quelques chiffres sur l'électricité à nous donner ? Oui, en 2020, la production nette d'électricité s'était élevée à 500 TWh, en baisse de 7% par rapport à l'année précédente. C'est le niveau le plus bas depuis 20 ans. Cette diminution s'explique en grande partie par le recul de la production nucléaire, qui se situe à son niveau donc le plus bas depuis 1993, avec moins 11,6% à 335 TWh. Le secteur résidentiel, lui, occupe plus d'un tiers, 36% de la consommation électrique française. Les entreprises, elles, arrivent tout de suite derrière avec 27% de la consommation. En 2018, la consommation finale d'électricité dans le monde était de plus de 22 000 TWh, soit un total de 4% supérieur à celui de 2017, et c'est toujours en constante augmentation. Ce chiffre a même doublé depuis 20 ans. Et sur le gaz ? Après une forte hausse, les importations françaises de gaz naturel diminuent en 2020 à un niveau comparable à celui de l'année 2016. La Norvège demeure parmi le principal fournisseur de la France, 36% du total des entrées brutes, devant la Russie, 17%, l'Algérie 8%, les Pays-Bas pour 8% aussi, le Nigeria et le Qatar. Passons tout de suite aux réactions de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Pauline du côté de Niort qui nous a laissé un message sur le répondeur 07 839 839 75. J'ai très peur pour cet hiver, locataire, je n'ai pas le choix. Je me chauffe uniquement à l'électricité et je ne sais pas comment faire si on traverse une période de blackout. Hervé de Nantes, Barjavel en avait parlé dans Ravage, où il présente le naufrage d'une société mature dans laquelle, un jour, l'électricité disparaît et plus aucune machine ne peut fonctionner. Les habitants, anéantis par la soudaineté de la catastrophe, sombrent dans le chaos privés d'eau courante, de lumière et de moyens de déplacement. Et c'était en quelle année, demande-t-il ? Je comprends pas pourquoi en 2022, on n'a pas cherché à remplacer cette énergie par une énergie renouvelable.
Et tout d'abord, pour ouvrir ce débat, nous allons poser le contexte et partir de la base, tout simplement. Qu'est-ce que l'énergie ? Quels sont les différents types et formes qu'elle peut prendre ? Maxence, par exemple. C'est une très bonne question et difficile de répondre. En fait, l'énergie en physique, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, vous avez des échanges d'énergie. Dès que quelque chose change de vitesse, change de composition chimique, atomique, rayonne, change d'altitude sur une planète, vous avez un échange d'énergie. L'énergie peut se trouver sous différentes formes. Sous forme d'énergie thermique, c'est de la chaleur, sous forme de mouvement, c'est de l'énergie mécanique, sous forme de rayonnement, sous forme de liaison chimique, c'est de l'énergie chimique, sous forme de liaison entre les nucléons dans les atomes, c'est de l'énergie atomique. Et en fait, ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de notre histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique, c'est-à-dire au mouvement. Donc pendant l'essentiel de notre histoire, on a eu accès à la force humaine et animale. C'était très limité, on ne pouvait pas transformer notre environnement pour produire des biens et des services sans limite. Au tournant des années 1000, on a commencé à développer des moulins à vent et à eau un peu partout en Europe. Ça a permis de libérer des bras, d'avoir une première amélioration des conditions de vie, développement de l'artisanat. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est au 19e siècle, l'invention de la machine à vapeur qui a permis d'aller chercher des stocks d'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur qui est abondante pour la convertir en énergie mécanique qui nous limitait. Et à partir de là, on a commencé à utiliser énormément de combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et encore aujourd'hui, les combustibles fossiles représentent 80% de l'énergie consommée au niveau mondial. Oui, c'est énorme, effectivement. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur ce thème, Baptiste, peut-être ? Simplement rajouter que l'énergie, donc comme tu l'as dit Maxence, c'est ce qui mesure le changement d'état du monde, et donc ça veut dire que partout, tout le temps, il y a de l'énergie. Et si on regarde par exemple le PIB, si on veut regarder l'énergie qui est nécessaire pour produire un bien, on peut regarder toute une chaîne de valeur. Et donc, on va partir de 1 kg de minerai de fer, par exemple, et on va le transformer en acier. Donc, on va consommer de l'énergie pour le transformer en acier. On va ajouter, en parallèle, de la valeur ajoutée qui va faire du PIB. Ensuite, on va transformer ce kilo d'acier en 1 kilo d'une portière de voiture. On va rajouter de la valeur ajoutée et on aura consommé de l'énergie. À la fin, on va transformer 1 kg de portière en 1 kg de voiture. On aura encore consommé de l'énergie et encore ajouté de la valeur ajoutée. Voilà. Donc, à la fin, l'énergie, c'est vraiment ce qui nous permet de tout faire. Et même nous, quand on y pense, quand on se déplace, on consomme de l'énergie qu'on a transformée de nourriture en tant qu'humain, quoi. Jean-Paul, précision. Oui, une précision en fait pour être très très pratique. Si on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit le micro dans lequel je parle, le verre que je tiens là, la table sur laquelle on est en train de discuter, tout votre appareillage, eh bien tout ça, c'est le résultat, comme Maxence l'a dit, de puiser des ressources naturelles qu'on a transformées en ces biens-là. C'est la révolution industrielle, en fait. Et c'est grâce au développement des énergies fossiles qu'on a réussi à faire ça. D'accord ? Donc, à peu près 80% de l'énergie primaire qu'on consomme en ce moment, c'est des énergies fossiles. Et sans le déploiement de ces énergies fossiles, tout ce qu'on a autour de nous, on ne l'aurait pas. Aujourd'hui, Baptiste, quel est le lien entre l'énergie et l'économie ? Bien, comme on a dit, c'est l'énergie qui permet l'économie. Et donc, pour faire quelque chose, il faut une infrastructure. Donc, cette infrastructure, elle va être faite de matières premières. Donc, pour faire une usine, il faut de l'acier, du béton. Et pour faire ce béton, cet acier, il a fallu de l'énergie. Et ensuite, au fur et à mesure, on rajoute de l'énergie. Et si on pense à des services, par exemple, souvent on entend oui, quelque chose est immatériel. En fait, c'est pareil, il faut toujours une infrastructure. Si on a un service qui est fait sur Internet, il va nous falloir des locaux, des ordinateurs, des centres de données pour stocker les données. Oui, maintenant on parle beaucoup du cloud, etc. Donc oui, il y a des data centers derrière et tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Exactement, oui. Et donc tout est toujours matériel et cette matérialité, elle se caractérise par de la consommation d'énergie et de matières premières quelque part sur le globe. Oui, Maxence ? Ouais, souvent on a tendance à penser qu'aujourd'hui, comme le disait Baptiste, on vit dans un monde immatériel, mais c'est parce qu'on ne voit plus les flux matériels. Si vous regardez une vidéo du port de Shanghai, par exemple, le port de Shanghai est complètement automatisé, donc les navires sont déchargés par des grues automatisées. Ensuite, ils sont chargés sur des camions automatiques. Ensuite, les containers sont stockés dans un espace à perte de vue où les containers sont empilés grâce à des ponts roulants. Tout ça est automatisé. On a un peu l'impression d'être dans Matrix quand on voit ça. On s'y dirige en fait, quand même. Hein. Il y a quelques personnes qui gèrent l'ensemble de ces flux, mais l'essentiel de la population ne les voit plus. Il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui, notamment dans les pays occidentaux, qu'avant, qui travaillent dans l'industrie. Et donc ces flux physiques existent toujours, ils sont encore plus intenses que par le passé, mais on les voit moins.
Et ce que dit Maxence là, est très intéressant. C'est la raison pour laquelle on a toujours remplacé des humains par des machines. En fait, c'est parce qu'en automatisant, ça nous coûte moins cher. Et on peut y réfléchir en réfléchissant à combien d'énergie, nous, un être humain, on peut produire. Si on pédale sur un vélo, alors selon qu'on soit plus ou moins sportif, beaucoup moins que 3 litres de pétrole, peut-être. On va émettre on va produire une puissance de entre 100 watts et plusieurs centaines de watts. Et si on se demande, si on veut faire voler un avion avec des personnes qui pédalent, combien de personnes il faudrait? Et c'est de l'ordre du million de personnes. Ouais. Et donc là, on utilise de l'énergie. Et si on imagine, un laminoir, par exemple, où on va transformer de l'acier, eh bien, c'est bien plus efficace d'avoir des machines qui le font pour nous avec de l'énergie fossile que de le faire nous-mêmes. Et pour finir là-dessus, si on veut fournir 1 kWh d'énergie par des gens qui pédalent sur un vélo, ça va faire 10 heures de travail d'une personne. On va la payer au SMIC, ça va nous faire 120 €. Et versus le brancher sur la prise. Donc là, on voit actuellement que le prix de l'électricité, et on va en reparler, est très cher, trop cher, etc. Mais c'est rien comparé à ce que ça reviendrait si c'était des humains. Il y a plusieurs ordres de grandeur d'écart. Maxence, toi aussi, tu vulgarises les questions énergétiques. Tu as sorti un livre qui s'intitule Énergie, Fake or Not chez Tana Édition. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi s'agit-il? Quelle info peut-on trouver pour nous aider au quotidien dans ce livre? Alors, l'idée de ce livre, c'était justement d'essayer de vulgariser les questions énergétiques parce que ce sont des questions qui concernent l'ensemble de la population, mais à propos desquelles la plupart des gens sont assez peu informés. Donc, ce livre explique ce qu'est l'énergie, son rôle dans le développement de nos sociétés, la place tout à fait particulière qu'occupent les combustibles fossiles dans notre système énergétique, les limites que ça pose aussi, les limites en termes d'approvisionnement des combustibles fossiles qu'on est en train de commencer à toucher d'ailleurs aujourd'hui. La problématique posée par le réchauffement climatique. Et une fois qu'on a compris qu'on doit changer notre système énergétique pour se passer des combustibles fossiles, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les alternatives aux combustibles fossiles? Quel est leur potentiel, mais quelles sont leurs limites aussi? Et ça nous amène à une constatation qui est que se passer des combustibles fossiles pour préserver les services qu'ils nous rendent aujourd'hui sera finalement un défi de société et pas seulement un défi d'ingénierie. C'est-à-dire, il ne va pas s'agir juste de changer 2-3 sources d'énergie et puis ça sera transparent pour le consommateur. C'est vraiment un projet de société qui nous embarque tous ensemble. Donc c'est un livre illustré, il y a pas mal de graphiques, de dessins, de hors-texte pour être assez accessible par tout un chacun. Super, ça donne vraiment envie de le lire. Donc c'est chez Tana Édition qu'on le trouve. Fake or Not, voilà, c'est ça, très précisément. On reçoit aussi donc Jean-Paul Calvet, qui lui, Jean-Paul, lance des réflexions autour de la décarbonation de notre société. Vivre clairement de manière sobre. Est-ce le maître mot, Jean-Paul? C'est totalement d'actualité, ça quand même, au moment où on nous demande de fournir des efforts sur notre consommation d'énergie. Effectivement, en fait, si on regarde notre consommation énergétique, elle est principalement fossile. Et si on regarde ce qui se passe avec les énergies fossiles, on a deux petits soucis ou deux contraintes. La première, c'est que on n'a pas trop parlé du climat jusqu'à présent, mais en fait, la raison pour laquelle on veut diminuer notre consommation d'énergie fossile, c'est justement parce que lorsque vous brûlez ou vous consommez une énergie fossile, vous allez dégager du CO2. Et ce CO2 contribue au réchauffement climatique. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est en train de consommer des ressources qui sont épuisables. Et donc un jour ou l'autre, il y en aura moins, ou voire même pas du tout. On voit déjà quand le marché se tend. Voilà, donc au niveau du pétrole, donc on a déjà dépassé ce qu'on appelle le pic. On va en parler, tout à l'heure. On en parlera peut-être après. Mais donc en fait, on a deux contraintes. La nécessité de réduire notre consommation d'énergie fossile si on veut vraiment limiter la dérive climatique. Et la deuxième, c'est l'épuisement des ressources. Alors comment on peut faire ça? Alors bien malin est celui qui sait, parce que sinon on n'en parlerait pas là. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un problème systémique. C'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'il y a autour de nous, tout notre mode de société, notre mode de fonctionnement est basé sur l'énergie fossile. Et donc comment on peut faire pour s'en débarrasser? Eh bien, ça va passer effectivement par une sorte de sobriété. Alors, on en parlera peut-être après. Il faut renoncer à certaines choses. Il faut renoncer à certaines choses. Une partie de notre confort, peut-être? Oui, mais surtout, si on regarde la quantité d'énergie finale qu'on consomme et si on regarde les scénarios prospectifs, en fait, on se rend compte que lorsqu'on va transitionner, ça ne sera pas une transition équivalente. C'est-à-dire qu'on aura moins d'énergie. Donc, la question, c'est si on transitionne avec d'autres types d'énergie, on en parlera tout à l'heure avec le renouvelable ou autre, de toute manière, on en aura moins. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va décider d'utiliser en moins
pour satisfaire à nos besoins avec cette contrainte qui est qu'on aura moins d'énergie. C'était clairement la question d'un de nos auditeurs qui nous demandait est-ce qu'on doit s'orienter plus sur une surproduction d'énergie avec de l'énergie renouvelable ou au contraire changer de mode de vie et vivre sobrement en fait. Les deux. Maxence peut-être ou... ouais. Oui, les deux en fait. Même en France, alors on a tendance à penser que la France appuie massivement sur du nucléaire. En fait, 60% de l'énergie consommée en France vient des combustibles fossiles. C'est ce qu'il faut aussi, notre électricité est moins chère en France. Faut le dire quand même. Grâce au nucléaire. Tout à fait, ça c'est tout à fait vrai. Mais l'électricité, c'est qu'un quart de l'énergie qu'on consomme en France. Le carburant qu'on met dans les voitures, c'est pas de l'électricité, ce sont des carburants pétroliers. La plupart des gens se chauffent au gaz. Le gaz sert aussi dans l'industrie. Donc 60% de l'énergie consommée en France, ce sont des combustibles fossiles, 20% pour le gaz, 40% pour les carburants pétroliers. Donc en fait, si on veut se passer de ces combustibles fossiles, il va falloir à la fois augmenter la production d'électricité bas carbone avec du nucléaire et des énergies renouvelables, éolien, solaire, développer aussi les autres énergies bas carbone non fossiles évidemment, donc le biogaz, la géothermie, le solaire thermique, les pompes à chaleur, etc. Et en parallèle de ça, faire des économies d'énergie massives, à la fois de l'efficacité. L'efficacité, c'est l'efficacité énergétique, ça permet de préserver le service tout en réduisant sa consommation énergétique. Un moteur de véhicule aujourd'hui, par exemple, consomme beaucoup moins d'énergie qu'il y a 40 ans parce qu'on a fait des progrès. Oui. La sobriété, c'est accepter une concession pour consommer moins d'énergie. Il faudra aussi faire preuve de sobriété, mais là, il faut le faire aussi de façon intelligente, c'est-à-dire en essayant de préserver le plus possible le cœur des services rendus par les combustibles fossiles. Pour ne prendre qu'un exemple, et je finirai avec ça, si on veut décarboner la mobilité, par exemple, réduire la consommation d'énergie, on peut augmenter le prix du carburant, mais dans ce cas-là, l'effort va être fait par ceux qui ont le moins d'argent et qui ils feront l'effort en ne faisant pas des kilomètres, c'est-à-dire ils pourront plus prendre leur voiture. On peut aussi se dire, à partir de l'an prochain, on ne vend plus de véhicules qui consomment, je dis une bêtise, plus de 4 litres au 100, par exemple. Dans ce cas-là, on va aussi faire des efforts. Par contre, la mobilité est préservée. C'est juste la personne qui va vouloir aller acheter une voiture qui devra acheter une voiture plus petite, plus sobre, qui consomme moins. Oui. Alors juste peut-être un petit rebondissement sur ce qui a été dit tout à l'heure et la valeur d'énergie ajoutée dans les produits. Donc effectivement, en Europe, on a quand même essentiellement délocalisé l'essentiel de notre production manufacturée en termes de produits purs. Donc effectivement, c'est un sujet mondial, c'est-à-dire que c'est aussi à la Chine de jouer le jeu. On peut se poser la question, bon, ne citer que la Chine, mais si eux continuent à produire des objets à haute densité carbone, et oui, on est dans un contexte mondialisé. Voilà, où est-ce qu'on va ? Donc certes, il y a ce qu'on voit nous, à notre petite fenêtre, notre production électrique, notre production d'énergie locale, qui sert essentiellement du service en Europe. Qu'est-ce qu'il en est de la production industrielle ? Je veux bien rebondir là-dessus pour savoir comment justement se situer par rapport à la Chine et aux autres pays d'une manière générale. La Chine, c'est un vrai sujet parce qu'ils ont une consommation qui a absolument explosé, une consommation de matières premières. Ils consomment actuellement 1 milliard de tonnes d'acier par an. C'est 50% de la consommation mondiale et leur consommation a été multipliée par 70 en l'espace d'environ 50 ans. Maintenant, il faut regarder par personne parce qu'ils sont aussi 1 milliard de personnes. Et donc, par personne, actuellement, leur empreinte carbone, elle est encore un petit peu en dessous de celle des Français. Donc, les Français, on est entre 8 et 10 selon les façons de compter. Et les Chinois, on est autour de un peu moins de 8 aussi. 8 et 10 l'unité. Pardon, bien sûr. Tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Et donc, pour donner un ordre de grandeur, si on veut atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre ce que la Terre peut absorber chaque année et ce que nous, on émet, il faut être à moins de 2 tonnes. Donc, entre 1 et 2 tonnes par personne et par an. C'était la question suivante. Cette année, le jour de dépassement pour la Terre, c'est le 28 juillet. En France, c'est encore pire, c'était le 5 mai. Il y a 30 ans, ce jour arrivé en décembre. Qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps ? Plus les années passent et plus on consomme de plus en plus de ressources, c'est ça ? Oui, c'est ça, à l'échelle globale, c'est ce qui se passe. Alors, il y a des pays qui n'utilisent pas tout, il y a des pays tout en bas de la liste, mais il y en a, voilà. Et encore, on n'est pas dans le numéro 1. Exactement, si on reste sur ces ordres de grandeur d'empreinte carbone, actuellement, un Américain moyen, c'est 20 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. On a dit un Français, c'est 10 tonnes. Un Indien, c'est 2 tonnes. Donc, ça veut dire qu'actuellement, un Indien, il n'est pas du tout responsable du changement climatique. Il est à l'équilibre. Et puis, quelqu'un qui habite, par exemple, au Burkina Faso, ça va être 200 kilos. Ça veut dire qu'un Américain, c'est 10 fois plus qu'un Indien, qui est lui-même 10 fois plus que quelqu'un qui habite dans un pays pauvre d'Afrique. Et on peut ensuite mettre ça en perspective entre les différents revenus. En Europe, les 10% les plus riches émettent environ 40 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an, alors que les 50% les plus pauvres émettent que 4 tonnes. Donc il y a vraiment une question de responsabilité ici. Plus on est riche, plus on pollue. Plus on émet du CO2. Alors, structurellement, plus on consomme de l'énergie.
Oui, et vu que actuellement Enfin. l'énergie est carbonée, ça se corrèle par une. Parce qu'on le consomme, parce qu'effectivement, on va, je sais pas moi, consommer plus d'électricité, acheter plus d'objets qui ont besoin d'énergie carbonée pour la fabriquer. C'est pour ces raisons-là, en fait. Exactement. C'est pas très Acheter nouveau. des billets d'avion, Ouais, par exemple. acheter un billet d'avion, oui, voilà, c'est sûr que quelqu'un au Burkina Faso va avoir plus de mal ou un Tanzanien, par exemple, va avoir plus de mal à prendre l'avion qu'un Français. Mais ça, c'est pas vraiment nouveau. Je veux dire, ça fait 10 000 ans que c'est comme ça, les personnes. Non, sauf que les maintenant, humains les plus riches, on voit que le climat s'emballe, voilà, ça devient très problématique. Quelles seront du coup les conséquences du jour de dépassement, le jour où effectivement il y aura plus de ressources? Parce que quand on voit les scènes là d'énervement qu'il y a eu ces derniers temps pour une légère pénurie d'essence, alors le jour où ça sera vraiment très grave, qu'est-ce On peut qui va se imaginer passer? une guerre. Enfin, ça a été un peu le cas avec une personne qui a été tuée à cause de l'essence. Ça Bah, peut, je on peut pense en arriver que- je là pense à des que films mon- de science-fiction? de manière très presque philosophique, mais il est évident que dans un monde où la possibilité de s'approvisionner en énergie diminue, où la population augmente et où les besoins aussi, il y a un effet contraction qui fait qu'il y en aura moins au global par personne. Donc il y aura un déséquilibre, donc ceci peut amener à des Mais nos situations besoins plus ou moins explosives. grandissent, mais parce qu'on utilise peut-être des choses qui n'ont pas d'utilité finalement, Jean-Paul. Peut-être que dans la sobriété, il faut peut-être faire des croix sur des appareils qu'on utilise. Je sais pas. Enfin, bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que le gâteau va diminuer. Donc, se partager un gâteau qui diminue, c'est compliqué. Et c'est D'accord. conflictuel. Et c'est Ça peut générer conflictuel. des Donc, tensions. et en plus, ça concerne tout le monde. Je veux dire, on parle de la France, effectivement, mais on parlait de la Chine. Enfin, c'est au niveau mondial. Donc, il va y avoir une contraction énergétique. Et comme dans l'énergie, il y a tout ce qu'on a autour de nous, il faudra décider d'avoir moins. Et donc, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est un peu ce que Maxime disait. Il faudrait se faire une sorte de hiérarchie des choses qu'on fait Mhm. et se dire, ces choses-là. Des fois, j'utilise l'exemple Par contre, sur le pétrole, par exemple. Le pétrole, on le brûle, enfin, c'est un combustible, mais ça sert à faire du matériel, des choses. Et souvent, je prends l'exemple, je dis, s'il y a une chose que je veux garder, c'est une seringue. Je oui, veux que donc le milieu système de la santé reste. le- Voilà. oui. Donc, si je dois Ok. faire une hiérarchie, la première chose que je vais dire, peut-être que la santé, je veux la conserver, Mhm. la nourriture. Donc, parce que la nourriture, aujourd'hui, quand même, il y a une empreinte carbone derrière. Donc, il faut faire une sorte de hiérarchie, voir si ces secteurs-là, on peut les décarboner plus ou moins. Et puis après, il y a des domaines où il faudra effectivement renoncer. Est-ce que est-ce que c'est bien de continuer à prendre l'avion comme on le prend pour aller un week-end quelque part? Est-ce que c'est bien de prendre la De changer de voiture, faire 800 smartphone, km, de changer de smartphone tous de les changer ans, de smartphone, voilà. Donc en fait, il y a une hiérarchie à faire parce qu'il y a une contraction, ce fameux gâteau qui réduit, Mhm. et il faudra la faire effectivement dans la bonne entente pour éviter qu'il y ait une sorte de pugilat. Et de la bonne manière aussi, Ouais. peut-être, parce qu'on voit de plus en plus de gens aujourd'hui qui se privent, qui ne se chauffent plus à cause de ce qui arrive. C'est peut-être pas le bon choix à faire non plus. Exactement. Alors, plutôt que de se demander ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'énergie, parce qu'en fait, on connaît la réponse, on sait que ça va se faire dans la douleur. C'est pour ça qu'on dit au Shift la double contrainte carbone, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la transition pour lutter contre les changements climatiques, mais si on ne la fait pas, ça va s'imposer à nous, et ça va pas bien se passer. Et donc, la réponse face à ça, c'est de la planification. C'est de réfléchir à comment, structurellement, à l'échelle de la France, on peut baisser les émissions. Donc, il y a un certain nombre de leviers techniques à avoir. Et puis ensuite, à la fin, c'est des arbitrages, c'est des choix politiques. Et sur ce que tu disais, Jean-Paul, le choix de choisir les secteurs, c'est un débat qu'il faut avoir ensemble sur comment on vit ensemble avec cette notion de contrainte carbone. Est-ce que les gens sont prêts à ça? Maxence, si vous voulez rajouter quelque chose. Maxence, oui. Ouais, en fait, face à une contrainte sur l'offre, il y a plusieurs moyens d'économiser de l'énergie. C'est ce qu'on voit en fait aujourd'hui, d'ores et déjà. Le prix du gaz s'envole. Soit on laisse le marché gérer, et dans ce cas-là, ce sont les activités les moins rentables qui passent à la trappe. Donc c'est les gens qui peuvent pas payer leurs factures, qui se chauffent plus. Donc c'est une augmentation de la précarité énergétique, et des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Donc avec des conséquences en chaîne. Par exemple, les producteurs d'engrais qui consomment beaucoup de gaz produisent moins d'engrais, donc le prix des céréales va augmenter. Donc ça va créer des crises alimentaires, une dégradation du contexte sécuritaire dans certains pays, Un vrai etc. cercle vicieux, clairement. Ça, voilà, ça c'est une première option. Par contre, on peut aussi décider au niveau politique d'arbitrer le déclin de cette consommation énergétique
pour choisir ce qui nous semble important et qu'on veut à tout prix préserver, et à contrario, ce sur quoi on est prêt à faire des concessions. Si on laisse le marché gérer ça, il va se passer par exemple ce qui s'est passé au printemps dernier à Madrid, où la régie de transport madrilène a annoncé de réduire de 10% la fréquence de ses trains parce qu'elle n'arrivait plus à payer sa facture énergétique. Donc là, par exemple, si le gouvernement dit dans les bâtiments professionnels par exemple, on limite la température de chauffage à 19 degrés et il y aura des contrôles, là on force pas par le marché, mais on force par de la réglementation, une réglementation qu'on contrôle, une réduction de la consommation énergétique, et ça fera plus d'énergie pour des services qui peuvent nous sembler plus importants, que ce soit les transports en commun ou le fait d'être capable de chauffer. Mais aujourd'hui, voilà, on va pas forcer. On parle de 19 degrés. En gros, celui qui est riche, on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il en aura rien à faire. Il s'en fout, il va se chauffer à 25 degrés si ça lui fait plaisir. Quand il va mettre sa clim à fond l'été. Et puis les pauvres, c'est vulgarisé, mais c'est ça, vont eux en souffrir et vont finalement le faire parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de payer l'énergie et ils vont se retrouver peut-être avec 15 degrés chez eux. Et de toute façon, eux, ils vont respecter, entre guillemets. Comment on peut gérer ça, empêcher ça ? Il faut forcer. Il faudrait faire une loi forcée, contrôler que les gens, il va faire 19 degrés dans leur maison l'hiver. Alors, il y a des leviers différents en fonction de si on parle des particuliers ou des entreprises. C'est beaucoup plus facile de contrôler des entreprises que contrôler les particuliers. Oui. Mais il y a de la sensibilisation à faire pour expliquer les enjeux, les mesures à prendre pour la population. Il y a quand même une partie de la population qui est prête à faire des efforts si on lui explique bien les sujets. Et après, il faut pas avoir peur de réglementer et de faire respecter les réglementations. Les terrasses chauffées, par exemple, sont interdites, mais vu qu'il n'y a pas de contrôle, il y en a encore. Les frigos sans porte dans les magasins, il y en a encore plein. Donc, il y a quand même des efforts à faire. Et ça permettra aussi de faire dégonfler le prix de l'énergie et d'aider les gens à chauffer. Et en parallèle de ça, on peut mettre en place des systèmes pour aider les gens, les foyers les plus fragiles, à payer leurs factures. Donc ça peut être des chèques énergie progressifs à la fois en termes de revenus et en termes de consommation, parce qu'il peut y avoir des foyers pauvres qui consomment pas mal d'énergie parce qu'ils sont dans une passoire thermique. Donc il peut y avoir des moyens de les aider, mais par contre ces moyens doivent être ciblés vers les gens qui en ont le plus besoin. Geler les tarifs de l'énergie pour l'ensemble de la population, c'est pas bon, parce que dans ce cas-là, ça profite aussi à ceux qui ont des gros moyens et qui consomment beaucoup d'énergie. Oui, bien sûr. Donc ça coûte très cher à l'État. Olivier ? Oui, alors je pense qu'on touche là en fait au modèle du changement, de la transition, de la transformation, comme on peut l'appeler aujourd'hui, pour s'adapter malheureusement à ce qui nous arrive avec le changement climatique. Il y a un aspect philosophique de la chose, c'est qu'est-on prêt à accepter, nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, dans la sobriété qu'on appelle nous heureuse, comme disait Pierre Rabhi. Et puis, il y a aussi cet aspect technique, technophile. Qu'est-ce que la technique est prête à nous mettre devant pour l'avenir, pour pouvoir continuer dans des vies, comme disait le président de la République, d'abondance, parce qu'on sort quand même de plusieurs décennies d'abondance. Oui, je disais en intro, effectivement, à l'époque, l'énergie coulait à flot. C'était l'orgie, clairement. Oui, l'énergie n'était pas à son prix de toute façon. Tout coulait à flot et nos parents et nos grands-parents peuvent en témoigner. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on va vers une sobriété, on va dire, contrôlée, punitive ? Est-ce qu'on va vers un avenir plus technique ? Je parle des green tech, des clean tech, où on va pouvoir continuer à vivre comme on a vécu jusqu'à maintenant, parce que les technologies vont être beaucoup plus propres. Et là, moi, je parle en tant que citoyen, parce que je suis le seul, peut-être, non expert à cette table ce soir. Je suis un simple citoyen utilisateur de véhicules électriques. Donc, je demande la réponse à mes quatre collègues. Moi, je pense qu'il y a un enjeu politique majeur derrière, effectivement, parce que le fait de prendre des mesures qui soient limitatives, qui vont à l'encontre de ce que veulent les gens, finalement, qui vont les limiter, aura un impact sur nos sociétés à court terme. On voit bien que la population n'est pas forcément prête à accepter une contrainte rapidement. Et je pense qu'effectivement, il y a le levier explication, on en a parlé tout à l'heure, et le levier fiscalité, mais derrière tout ça, les choix politiques qu'on va prendre seront déterminants, et je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours compatibles avec une démocratie heureuse, pour rebondir sur ta formule. Voilà. Si je peux me permettre un tac au tac, la période Covid a été révélatrice de tout ça. On a tous vu ce nouveau monde qui s'est dessiné pendant le Covid, ou en tout cas qui a été espéré, qui a été même écrit parfois, échangé sur de nombreux plateaux de télé ou de radio. Et puis on a vu ce qui s'est passé à l'après-Covid. Finalement, la vie, comme avant, a repris ses droits, avec peut-être même plus d'ampleur et d'amplitude. Et là, ce qu'on vient de traverser avec la grève
des carburants, on a bien vu à quel point il suffisait qu'un petit caillou vienne embêter le rouage de notre vie de tous les jours pour qu'une certaine panique ou peut-être un certain chaos s'empare de la société. Baptiste ? Oui, sur cette question de sobriété versus progrès technique, technologique, c'est bien sûr des choses qui ne sont pas à opposer. Si là, aujourd'hui, on est en capacité de faire la transition énergétique, c'est bien parce qu'il y a des décennies, il y a des chercheurs fous qui se sont dit on va faire des panneaux solaires et des éoliennes, et puis un jour, on produira de l'énergie pour le monde entier grâce à ça. Par contre, il faut savoir, prédire au mieux le potentiel que peuvent apporter les leviers technologiques. C'est-à-dire que si on doit réduire, par exemple, de 6% par an, chaque année, nos émissions de gaz à effet de serre, on peut regarder l'ensemble de ce que les leviers technologiques peuvent apporter, et ça donnera un résultat, par exemple, 3%, 2%, 4%, peu importe. Mais ça veut dire que le reste, il faut le faire avec de la sobriété. Et cette sobriété, si on regarde, par exemple, la sidérurgie, on dit, OK, sur la sidérurgie, on peut faire tant de progrès technologiques, le reste, ça doit se faire par une réduction des volumes. Et c'est un exercice qu'on a fait au Shift, dans ce qu'on a appelé le plan de transformation de l'économie française, qui est disponible en librairie et sur notre site. On a étudié pour chaque secteur le potentiel de progrès technologique et on a dit, après le reste, il y a d'autres solutions dans les changements de mode de vie, etc. Et à la fin, c'est des arbitrages politiques sur lesquels choisir. Et une dernière chose, et je finis par ça, qui est importante, c'est de ne pas oublier des secteurs. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle énergie, changement climatique, on parle des grosses industries, du transport, du bâtiment, et c'est logique. Et au Shift, on a été dans les premiers à traiter d'autres sujets, comme le numérique. Là, maintenant, on a traité la santé, l'administration publique, la culture. Et c'est pour dire que vraiment, tout le monde, peu importe ce que vous faites dans votre vie personnelle et dans votre activité professionnelle, vous pouvez être acteur du changement et de la transition. Merci beaucoup Baptiste. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. On se retrouve en plateau, effectivement, et on va être un petit peu focus maintenant sur le gaz. Avec la guerre en Ukraine, nous avons donc vu notre très forte dépendance au gaz russe et de surcroît au gaz tout court. Qui fournit le gaz aujourd'hui en France en 2022 ? Combien on consomme de gaz chacun ? On l'avait dit un petit peu au début que plus de 30% étaient fournis par d'autres pays européens, 17% la Norvège, par la Russie. Ouais. Aussi. C'est ça, oui, Maxence. Ouais. Alors la France consomme à peu près 500 TWh de gaz tous les ans, donc c'est à peu près comme l'électricité. Voilà, c'est à peu près comme l'électricité. Notre premier fournisseur à 40%, c'est la Norvège, suivi de la Russie. La situation est par contre différente en Europe. Le premier fournisseur de gaz, pétrole et charbon de l'Europe, c'est la Russie. Donc il y a une très forte dépendance de l'Europe à la Russie. Et en fait, la crise du gaz remonte bien avant la dernière année. Elle tire ses racines il y a une vingtaine d'années dans le début du déclin des extractions gazières européennes. Donc les extractions gazières déclinent depuis une vingtaine d'années. Donc tout ce qu'on n'extrait pas, évidemment, il faut l'importer. Et la Norvège, qui est le deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne derrière la Russie, a vu ses extractions commencer à décliner en 2017. Donc ça y est. Le gaz, peut-être. Alors, ça va peut-être augmenter un petit peu dans les prochaines années, mais globalement, on est quand même sur une trajectoire déclinante. Et donc ça nous a emmené à être plus dépendants de la Russie et plus dépendants de ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, qui est un moyen d'importer du gaz depuis des pays éloignés en le cryogénisant, en le transportant par navire. Le problème de ça, c'est qu'on est en compétition directe avec les autres consommateurs de gaz, notamment la Chine. Et donc, on a du mal à faire venir ces navires. Et là, la Russie a instrumentalisé cette dépendance bien avant le début du conflit en Ukraine. À l'été 2021, la Russie a commencé à réduire ses livraisons de gaz à l'Europe en faisant du chantage pour qu'on démarre le gazoduc Nord Stream 2 que l'Europe ne voulait pas démarrer. La Russie qui exploite des stocks de gaz en Europe, donc le gaz on l'importe été comme hiver, mais par contre l'été on le stocke pour pouvoir l'utiliser l'hiver. Et Gazprom, qui est l'opérateur national russe, exploite des stocks de gaz en Europe. Il ne les a pas remplis à l'été 2021. Fin 2021, ils ont réduit les livraisons à l'Europe. Et au début du conflit en Ukraine, ils ont commencé à réaugmenter leur livraison. En fait, mon interprétation, c'est que la Russie s'était dit j'ai montré à l'Europe qui était le chef, donc maintenant je vais rouvrir le robinet du gaz. Comme ça, l'Europe va comprendre qu'elle a un intérêt à ne pas soutenir l'Ukraine, elle pourra continuer à bénéficier du gaz. Mais c'est pas ce qui s'est passé. L'Europe a aidé l'Ukraine, le conflit s'est enquisté, et donc là ensuite la Russie a encore réduit ses livraisons de gaz et le prix s'est envolé.
Est-ce que les Français ont conscience de tout ça? Est-ce qu'on communique assez autour de ça pour que chaque Français individuel ait conscience? Non. C'est pour ça qu'on en parle, justement. Clairement. Mais c'est ça aussi qui a fait que les prix de l'électricité ont augmenté un petit peu partout en Europe, puisqu'ils sont indexés aussi sur le prix du gaz. Ouais. Oui. C'est étrange, sachant que nous, on produit énormément d'énergie nucléaire, et le coût de la production d'énergie nucléaire n'a pas vraiment évolué. En fait, le marché de l'électricité fonctionne. On va en parler après, effectivement, en détail, l'électricité, mais oui. D'une manière particulière. En fait, si vous avez besoin de répondre à une demande, par exemple, quelqu'un allume son four, et vous avez une éolienne qui est disponible alors qu'il y a du vent, et vous avez une centrale à charbon qui est disponible. Qu'est-ce que vous allez appeler en premier pour produire l'électricité dont vous avez besoin? Physiquement, les électrons au point le plus proche, donc si la centrale à charbon est à côté, c'est celle-là qui va fournir, non? Non, parce que si vous voulez appeler la centrale à charbon, vous devez acheter du charbon. Ok. Donc si on veut, on allume l'éolienne, on prend l'éolienne. Okay. En fait, si vous voulez allumer la centrale à charbon, il va falloir acheter du charbon et le droit d'émission de CO2. Donc l'éolienne, par contre, une fois qu'elle est construite, il n'y a pas besoin d'acheter de combustible. Donc en fait, vous appelez les énergies renouvelables d'abord, ensuite vous appelez le nucléaire parce qu'il coûte pas cher à la production, ensuite vous appelez le lignite qui a un charbon brun de mauvaise qualité mais qui coûte vraiment pas cher. Ensuite, le charbon noir, la houille, ensuite le gaz, ensuite le fioul. Et vous vous arrêtez en fait dans cette escalade quand vous avez répondu à toute votre demande. Et les coûts du combustible de la dernière centrale appelée font le prix de marché. Et vu qu'en Europe, parce que c'est la maille européenne qui est importante, parce qu'il y a plein d'interconnexions entre les pays, vu qu'en Europe, c'est toujours une centrale à gaz qui est marginale, qui est la dernière appelée, en fait, c'est le prix, ce sont les coûts de production variables de cette centrale qui font les prix de marché. Donc c'est pour ça que même si on a beaucoup de nucléaire en France, les prix de marché sont dépendants de ceux du gaz. Oui. Alors, attention aux aspects spéculation quand même, qui sont quand même déterminants à l'heure actuelle sur les marchés de l'électricité. Effectivement. Et voilà. Jean-Paul? Oui, alors la démonstration qu'a fait Maxence, effectivement, elle est très importante. Mais en fait, la question que je me pose, c'est cette régulation en disant que c'est le dernier électron qui rentre dans le réseau qui fixe le prix. Est-ce que c'est vraiment la seule méthode qu'on devrait appliquer? Et est-ce qu'il ne faudrait pas la réviser, justement, puisque maintenant on se rend compte qu'avec le gaz qui explose, le prix de l'électricité explose. Est-ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, un calcul du prix moyenné sur les différences moyennes de production d'électricité? Alors, il y a pas mal de réflexions en ce moment au niveau de l'Union européenne et des réflexions accélérées face à l'urgence de la situation pour justement réformer le marché de l'électricité. Après, c'est quelque chose qui est pas évident parce qu'en fait, ce marché a quand même un sens derrière. On voit que les discussions sont tendues, ne serait-ce qu'avec nos partenaires allemands. Oui. C'est tendu. Là, oui, parce que chaque pays a ses intérêts propres dans la question, un bouquet de production d'électricité qui est différent. Donc, ouais. Afin donc de plus dépendre d'autres pays producteurs de gaz et aussi réduire clairement l'impact sur la planète, est-ce qu'on pourrait pas carrément supprimer le gaz à terme en France? C'est possible ça? C'est imaginable? Qui ose se lancer sur le sujet? C'est que ça doit pas être si simple. Maxence ou... Juste pour dire un truc, l'enjeu c'est pas de supprimer le gaz, c'est de supprimer le gaz fossile. Après il y a du biogaz par exemple, et ça il va falloir le déployer massivement parce qu'il y a des applications qui ont vraiment besoin de gaz. Donc il y aura des gaz bas carbone, peut-être aussi un peu d'hydrogène notamment pour décarboner l'industrie, la production d'engrais, la métallurgie. On pourrait imaginer remplacer le gaz fossile par des biogaz. Pas dans son intégralité. Le gisement mobilisable de biogaz est à peu près égal à 20% de la consommation actuelle de gaz. Donc. Après, je pense que tout est possible. On l'a bien fait sur le charbon. Donc, on peut imaginer à terme se passer de gaz pour de la production électrique, mais on n'en est pas encore là. Sur la question des biogaz, je pense qu'on retombe sur la question des arbitrages politiques à un moment donné. Parce que là, Maxence a dit on ne peut pas remplacer l'intégralité du gaz par du biogaz. Et ce qu'on entend beaucoup dans différentes industries, ça va être par exemple de dire on va faire des biocarburants. Et donc il y a des producteurs de voitures qui vont dire ok on va faire du biocarburant. Et après des avionneurs qui vont dire non on va faire des avions qui fonctionnent au biocarburant. Et tout le monde dit ça, sauf qu'en fait il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et à un moment donné il y a un choix de décider qui a effectivement le droit d'utiliser le biocarburant. Et c'est encore une fois un choix de société à avoir. Oui. Jean-Paul? Oui, avant de venir, j'ai regardé quelques statistiques sur RTE. Et en fait... dans le mix électrique, comme Maxence l'a dit, vous avez les renouvelables, vous avez le nucléaire qui est la plus grande partie de la production d'électricité. Et après, vous avez les énergies fossiles avec notamment le gaz et le charbon et le fioul. Et en fait, quand vous regardez
la part du renouvelable, j'avais regardé le solaire en fait. Depuis qu'on a les statistiques en 2012 jusqu'à maintenant, ça a été multiplié par 4 ou 5. Oui, ça a tendance à monter. Et le gaz aussi. Le gaz est aussi monté. Alors que je pensais que effectivement l'un pouvait compenser la baisse du nucléaire. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, on consomme probablement plus de glace qu'avant. Parce qu'on a un déficit de potentiel, un déficit de fabrication d'électricité par le nucléaire. Très bien, on revient dans quelques secondes sur votre radio. Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Nous recevons Brice Sauvage. Brice, tu es ingénieur sur les projets de maintenance du parc nucléaire chez EDF. Concrètement, en quoi consiste ton métier ? Alors, je suis pas sûr que l'émission suffise, mais... les grandes lignes. Dans les grandes lignes, non. En fait, dans le cadre de ces visites décennales, en fait, tous les 10 ans, EDF est tenu de remettre à l'autorité de sûreté nucléaire un rapport qui détaille les évolutions de sûreté qui sont faites sur ces réacteurs. Et donc, moi, je travaille sur les projets VD3 pour les paliers 1300 MW. Et donc on a tout un tas de modifications à intégrer pour élever les niveaux de sûreté des tranches et avec des dates limites. Et voilà, donc chaque tranche doit passer cette étape pour avoir son certificat d'exploitation pour les 10 prochaines années. D'accord, donc c'est toi qui prolonge un petit peu la vie des durées des centrales ? C'est ça. C'est un peu ça ? Ok. Alors justement, alors que la moitié du parc nucléaire français aujourd'hui est à l'arrêt, c'est clairement ça, hein, on vient un peu de l'évoquer avant, on voit que la production nucléaire n'arrête pas de baisser. Qu'est-ce qui fait que nous allons passer ça peut nous faire un hiver compliqué, hein, c'est pour ça qu'on nous demande de faire des économies d'énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt là ? La faible disponibilité du parc actuel, elle est liée à deux gros facteurs. Donc il y a le premier, c'est le fait qu'on a reporté tout un tas d'interventions techniques sur les tranches qui auraient dû être faites pendant le Covid, pendant 2020-2021. D'accord, on a pris un peu de retard là. On a pris un peu de retard, donc on se retrouve maintenant dans l'urgence à devoir déployer beaucoup de modifications, faire beaucoup de travaux sur les centrales. Et l'autre événement qui était pas prévu, c'était la découverte là du phénomène, de l'apparition d'un phénomène de corrosion sous contrainte dans certaines tuyauteries à l'intérieur du bâtiment réacteur, qui ont contraint EDF à changer, à remplacer des morceaux de tuyauterie sur les systèmes notamment d'injection de sécurité et de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Et pourquoi on l'avait pas vu ça ? On l'avait pas prévu ? Alors en fait, c'est pas que ce n'était pas prévu, mais c'est un phénomène qui jusqu'à présent n'était pas étudié, n'était pas surveillé parce que c'était jamais arrivé. Sur des tuyauteries en inox, qui est un matériau qui n'est pas sensible en principe à la corrosion sous contrainte. Donc là, il y a tout un tas il y a 10 réacteurs là qui ont été qui sont concernés, c'est ça ? Alors il y en a peut-être un petit peu plus de concernés, mais en tout cas il y en a 10 sur lesquels on intervient en ce moment. Il y en a un pour lequel c'est déjà terminé. Donc l'idée c'est d'aller très concrètement, c'est découper des bouts de tuyaux, les analyser en laboratoire, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure moléculaire atomique de l'acier en question, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre, et remplacer ces tuyaux par des neufs, et redémarrer la centrale. Voilà. Mais ça prend un peu de temps, c'est très cher, et ça arrive au mauvais moment. Voilà. Là, oui, clairement, oui. D'après un calendrier d'EDF de septembre 2022, 24 sur 56 réacteurs étaient en production. EDF prévoit de redémarrer 27 réacteurs d'ici février 2023. Est-ce que c'est réaliste ? Alors là, moi, je suis pas à même de répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que au sein de l'entité d'ingénierie où je travaille, il y a énormément d'équipes mobilisées sur ces sujets, et le but, c'est de redémarrer, bien sûr, au plus vite, le plus de réacteurs possible. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'électricité du coup cet hiver ? Alors là aussi, il y a différents facteurs. Déjà, est-ce qu'il va faire froid ? Je pense que c'est la première question. Si on a un hiver, s'il fait 25 degrés comme il fait actuellement en sud-est la nuit, bon, je pense qu'il y aura pas trop de problèmes. Mais effectivement, oui, c'est lié à des facteurs autres que la pure disponibilité des tranches. Effectivement, hein. En France, on est les champions sur la production d'énergie nucléaire, et aujourd'hui, on le voit, là, elle nous fait défaut. Clairement, on l'a vu Jean-Paul en parlait tout à l'heure. Par quoi on pourra remplacer finalement le nucléaire un jour, à court ou à moyen terme ?
J'ai l'impression jamais, Maxence. L'enjeu, c'est pas de remplacer le nucléaire. L'enjeu, c'est de remplacer les combustibles fossiles que la France utilise. Alors là, bon, pas de Le chance. problème, c'est les déchets, le nucléaire. Après, il y a des projets comme ITER, voilà, des choses comme ça, de fusion nucléaire, peut-être. Pourrait nous aider un jour. Alors, je vais être un petit peu taquin, mais pour moi, les déchets, c'est pas un problème du nucléaire, c'est un avantage du nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est une source d'énergie extrêmement concentrée. Donc, les déchets sont aussi extrêmement concentrés, ce qui permet de les gérer pour les isoler de l'environnement et de la société, pour ne pas qu'ils présentent de danger pour l'environnement et la société. Donc, par exemple, les déchets de haute activité, donc ce sont les combustibles usagés retraités et vitrifiés. Le volume représente à peu près le volume d'une piscine olympique. Donc ce sont des volumes qui sont relativement faibles, ce qui permet de les gérer de façon optimale. Et c'est d'ailleurs ce qu'on n'arrive pas à faire avec les combustibles fossiles, parce qu'on produit tellement de déchets avec les combustibles fossiles qu'on ne peut pas les gérer, on les rejette à l'atmosphère. Et là, ils présentent des problèmes à la fois sanitaires, les particules fines émises par le charbon, par les pots d'échappement des voitures, etc. Et pour le climat, avec le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère et qui dégrade notre environnement. Donc, comme toute activité, le nucléaire produit des déchets. L'avantage qu'a le nucléaire par rapport à pas mal d'autres industries, et notamment par rapport aux industries des combustibles fossiles, c'est que ce sont des déchets extrêmement concentrés et qui sont gérables, même si ça présente des difficultés de gestion, mais on sait faire et on le fait. Je vais bien rebondir là-dessus. Pour donner un autre ordre de grandeur et comparer ces volumes de déchets. Donc Maxence a dit que les déchets nucléaires, c'était l'équivalent d'une piscine olympique. En tout cas, une partie de ces déchets. De haute activité. Au niveau mondial, il faut préciser. De haute activité, au niveau mondial. Non, au niveau français. Pardon. Les déchets de haute activité, au niveau français, c'est l'équivalent d'une piscine olympique. Après, il y a plus de déchets de moyenne activité vie longue, de faible et moyenne activité à vie courte, etc. Mais en fait, l'essentiel de la radioactivité est concentré dans les déchets de haute activité. C'est à peu près 96% de la radioactivité totale des déchets qui est dans les déchets de haute activité. Et pour donner un autre ordre de grandeur, quand on consomme des métaux, donc on a dit que notre civilisation reposait sur des consommations de matières premières. Si on extrait et transforme des métaux, on a besoin d'eau. Et cette eau, à la fin, elle ressort très toxique et chargée en métaux lourds. Et cette eau est très rarement traitée, donc jusqu'à pas si longtemps, et encore à certains endroits, elle a été relâchée directement dans l'océan. Et actuellement, elle est stockée à différents endroits sur Terre, donc en gros dans les pays du sud global, parce que c'est là où on extrait les métaux. Et si on divise le volume par les 7 milliards qu'on est sur Terre, ça fait chacun une piscine de 30 mètres cubes qui est pleine de ces bouts toxiques, voilà, pour chaque personne. Et je dis pas que c'est du tout le même risque entre les bouts toxiques et des déchets nucléaires de haute activité. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir et que tout fait des déchets et voilà. Olivier ? Oui, je vais reprendre ma casquette de citoyen et accessoirement d'ex-élu Europe Écologie Les Verts. Quand Maxence, tu as dit c'est une chance d'avoir des déchets nucléaires, j'ai un petit peu sursauté, mais je veux bien te croire. Aujourd'hui, on sait qu'on a quand même à peu près 100 piscines olympiques, je crois, qui sont stockées ou en cours de stockage pour la Hague, qui est au maximum de ses capacités. On a aussi, il me semble, mais peut-être ce sont des rumeurs que tu vas venir conforter ou pas, beaucoup exporté de déchets nucléaires dans d'autres pays qu'on ne pouvait pas traiter ou qu'on ne voulait pas traiter. Donc ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et troisièmement, Bure, le site d'enfouissement, si ces déchets représentent si peu ou en tout cas ont des qualités comme tu sembles le dire, pourquoi avoir ce site d'enfouissement Alors plusieurs questions. En fait, quand je parlais de l'équivalent en volume d'une piscine olympique, je parle pas de ce qui est en piscine. En fait, c'est vraiment un équivalent de volume. Les piscines de la Hague, en fait, ce ne sont pas des déchets dedans, ce sont des combustibles usés. En fait, s'il y a une accumulation, c'est parce que en France, en fait, on retraite les combustibles. Il y a d'autres pays où les combustibles ne sont pas retraités, donc le combustible usé est considéré directement comme un déchet. En France, on le retraite. Dans un combustible usé, il reste 95% d'uranium qui peut être réenrichi pour refaire du combustible uranium, 1% de plutonium qui va servir à faire un combustible au plutonium qu'on appelle un combustible MOX, et 4% d'actinides mineurs et produits de fission. Ça, c'est du déchet ultime qu'on va vitrifier. Et donc, c'est ça qui ira à Bure. Les combustibles MOX donc, sont utilisés en réacteur. Par contre, les combustibles MOX usés, eux, ne peuvent pas être retraités dans la génération actuelle de réacteurs. Donc,
eux, on les garde pour des réacteurs de 4e génération qui peuvent consommer ce type de réacteur. Donc, c'est une matière qu'on garde parce qu'elle est valorisable dans des réacteurs futurs et qu'on ne considère pas du coup comme des déchets. Et c'est pour ça que, vu qu'on n'a pas ces réacteurs-là actuellement, alors on a eu des réacteurs comme ça par le passé, mais on les a arrêtés, alors notamment dans le cadre d'un accord pour la gauche plurielle en 97 qui a conduit à l'arrêt de Superphénix. Mais avec ces réacteurs-là, on peut utiliser ce type de combustible. Sur la question des exportations, il est interdit légalement d'exporter des déchets en France. Donc, on n'exporte pas de déchets. Ce dont on entend souvent parler, en fait, c'est de l'uranium avec la Russie parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'uranium de retraitement, il peut être réenrichi. Donc c'est de l'uranium de retraitement, en fait c'est comme de l'uranium qu'on pourrait acheter d'Australie ou du Canada, enfin de l'uranium qu'on extrait du sol. Cet uranium de retraitement, il contient quelques actinides mineurs qui font que il faut avoir une cascade de centrifugeuses dédiée à ça parce que après on pourra pas réenrichir de l'uranium naturel là-dedans. Et en fait la Russie a une cascade de centrifugeuses, donc le choix qui avait été fait en France, c'était de le faire réenrichir par la Russie pour éviter d'avoir à dédier une cascade de centrifugeuses en France, sachant qu'on n'aurait pas suffisamment de marché pour utiliser cette cascade de centrifugeuses là-dedans. Mais en fait, c'est pas de l'exportation de déchets, c'est de la prestation de service de la Russie qui nous réenrichit un truc qu'on pourrait réenrichir en France, mais qu'on a fait le choix de ne pas réenrichir en France pour des raisons comme ça. Et enfin, sur la dernière question du projet CIGEO à Bure, en fait, l'intérêt du retraitement, c'est que dans votre combustible usé, vous avez différents isotopes, différents éléments dont certains vont avoir des durées de vie plus longues que d'autres. Ce qui fait l'essentiel de la radiotoxicité de long terme d'un combustible usé, c'est le plutonium. Quand vous retraitez votre combustible, vous enlevez le plutonium, donc vous réduisez fortement sa radiotoxicité de long terme. Si vous considériez le déchet, le combustible usé comme un déchet, il resterait radioactif pendant plusieurs centaines de milliers d'années. En faisant le choix de le retraiter, d'enlever le plutonium, il retrouve un niveau de radiotoxicité comparable à celui du minerai d'uranium qu'on a extrait du sol au bout de 10 000 ans. Ce qui est déjà beaucoup plus court. Et en plus, c'est une décroissance exponentielle. Donc, on perd beaucoup de radioactivité au début et puis de moins en moins ensuite. Et ensuite, le fait de vitrifier les déchets, ça permet de les rendre stables sur une durée longue. On retrouve des bijoux en verre qui ont plusieurs milliers d'années, qui n'ont pas été conservés dans des bonnes conditions et pourtant qui n'ont pas bougé. Le verre, c'est attaquable par quasiment rien. Donc là, vous avez des cylindres en verre. Faut pas imaginer qu'il y a du liquide ou du gaz à l'intérieur, c'est vraiment le déchet à l'échelle moléculaire qui est dilué dans le verre. Vous avez des cylindres en verre plein qui sont dans des conteneurs en inox, dans des surconteneurs en acier noir qui seront dans une couche d'argile étanche à 500 mètres sous terre. En fait, l'idée, c'est que ces déchets puissent être complètement oubliés et dans 10 000 ans, ils n'auront pas bougé. En fait, c'est que vous mettez un cylindre en verre à 500 mètres sous terre. En fait, ça l'isole durablement de l'environnement et de la population. Pour en revenir aux questions d'électricité, Alexis nous demande le 4 novembre 2006, il faisait partie des millions de consommateurs dans différents pays d'Europe qui se sont retrouvés totalement dans le noir. Comment éviter qu'un tel incident se reproduise ? Est-ce qu'éventuellement une panne plus grave pourrait arriver cet hiver ? Je ne sais pas si techniquement tout peut arriver, mais je pense qu'il y a quand même des personnes très qualifiées chez RTE qui seront en capacité d'éviter ce genre de blackout. Et pourtant, on nous demande de faire des économies d'énergie. C'est pour éviter ça ou c'est juste pour éviter Bien sûr, mais avant d'arriver au blackout et de faire sauter des départements entiers, je pense qu'il y a des délestages possibles à faire sur de l'industrie, sur des limitations partielles de puissance, etc. On en est encore loin du scénario blackout complet. Ça c'est un petit peu la Mad Max, mais on n'en est pas encore là. C'est un point de définition. Un blackout, c'est vraiment la perte incontrôlée du réseau. Mais on peut faire des délestages tournants quartier par quartier, vraiment en dernier recours. Mais sinon, avant ça, comme tu le disais, il y a les effacements industriels. Avant ça, il y a les lâchers de barrages. Donc il y a de la marge quand même. Ouais. Il y a des choses, mais le problème, c'est que plus on grignote sur les marges, plus on s'approche quand même du fait où on risque de devoir faire par exemple des coupures tournantes et ça déjà c'est inconfortable pour la population. Parce qu'on nous donne vraiment l'impression de nous faire peur là actuellement avec toutes les campagnes qui tournent et tout, on va plus avoir de courant cet hiver, ça donne un peu l'impression de l'apocalypse vu des... Mais la question c'est est-ce que ça marche ? En attendant on sait pas trop. Pour l'instant les températures sont clémentes mais après non mais est-ce que la peur a un effet sur les comportements humains ? C'est une bonne question ça. C'est une très bonne question. Nous avons, effectivement, on a pas mal parlé du nucléaire, mais dans un avenir proche, est-ce qu'on peut imaginer un modèle où chacun va produire sa propre électricité chez lui, au moins la journée, avec du photovoltaïque ? Est-ce que ça serait pas une bonne idée déjà, ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit tour de table sur le sujet. Tu as déjà donné la réponse dans ta question, au moins la journée. Oui.
Donc Au la moins la question, journée. est-ce qu'on est prêt à envisager de produire sa propre électricité et de l'avoir seulement la journée? Moi, je pense pas. Non, mais ça pourrait déjà permettre de réduire un petit peu l'empreinte de production des autres moyens électriques, autres Alors, que le photovoltaïque. quelques ordres de grandeur. En fait, le photovoltaïque, puisqu'on en parle, si vous regardez la production photovoltaïque, l'été, vous allez produire à peu près 2 fois plus d'électricité que l'hiver. D'accord? Et après, vous avez ce qu'on appelle la puissance, hein, c'est-à-dire les quantités d'électrons par seconde, pour faire simple. Et l'été, c'est à peu près 3 fois plus que l'hiver. D'accord? Donc, en fait, le photovoltaïque va générer plus d'électricité en puissance et en quantité l'été, alors que nos besoins électriques, c'est exactement le contraire. On en a besoin beaucoup plus l'hiver que l'été. Donc, vous êtes en opposition de phase entre ce que peut faire le photovoltaïque et ce que peut faire et vos besoins. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est si on veut aller vers du renouvelable, moi je suis pas contre, mais il faut se rendre compte que ce sont des énergies qui sont intermittentes, alors qu'ils disent qu'ils sont prévisibles. Oui, c'est prévisible, vous en aurez plus l'été que l'hiver. Et la question, c'est qu'est-ce que je dois faire en plus pour pallier à ce défaut? D'accord. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que vous allez être obligé de mettre des facilités supplémentaires pour répondre à ce besoin. Ça fait partie d'un mix énergétique. Déjà, si on peut produire un petit peu sa propre énergie la journée, c'est toujours ça de moins en tension sur le réseau, peut-être. Alors attention, on ne peut pas additionner n'importe quelle production électrique sur un réseau. Il y a quand même des contraintes minimum à respecter, notamment en termes de fréquence. Alors je ne vais pas faire un cours de physique ici, mais tous nos équipements électroniques qu'on utilise, hein, l'ordinateur, le micro, le PC, etc., tout fonctionne sur du 50 Hz. Vous devez calibrer vos installations électriques pour qu'elles produisent un courant alternatif en 50 Hz. Si vous mettez un courant qui ne fait pas 50 Hz, oui, vous mettez beaucoup de courant. Toutes les installations photovoltaïques, c'est ce qu'elles font. Elles ont des onduleurs intégrés. Voilà. Certes, mais c'est pas quelque chose d'ultra calibré. On a aujourd'hui des appareils ultra sensibles. Il y a des contraintes physiques et électriques puissantes qui font qu'on peut pas tous d'un coup raccorder notre production électrique sur un réseau. Ça c'est pas possible. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut se fermer la porte. Ou une petite production. Justement, Alors, on va en parler avec Vincent qu'on va recevoir. Oui, Olivier, avant qu'on prenne Vincent, directeur de Sonologie, après peut-être une solution pour produire un petit peu d'énergie chez soi et réduire ses factures. Je voulais raccorder avec mon sujet à moi, si tant est que ce soit le mien, les voitures électriques. On va y venir après, ouais. On a aujourd'hui des groupes comme Fastned, par exemple, qui sont des groupes néerlandais qui installent des ombrières de parking avec photovoltaïque et qui chargent des voitures uniquement sur le renouvelable. Donc, il y a de plus en plus cette demande, effectivement. On peut la retrouver aussi sur des complexes hôteliers. La société dans laquelle je travaille, on a pas mal de demandes dans ce sens-là. En fait, ce qui aujourd'hui inquiète les gens, professionnels ou particuliers, c'est effectivement la rupture de service éventuelle par rapport à l'énergie, l'autoconsommation, parce qu'on parle de ça. Oui. Et donc, pour en revenir à ce que disait Jean-Paul, c'est le stockage des énergies renouvelables. C'est ça, il me semble, le pilier des renouvelables. Là déjà, on parlait d'une éventuelle autoconsommation en journée. Oui, Maxence, avant qu'on reçoive Vincent. Ouais, le solaire photovoltaïque a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il est prévisible. On sait qu'il produira à midi, et donc ça aide quand même à développer la demande à des fréquences régulières. C'est-à-dire que par exemple, on peut donner le signal aux gens qu'il faut plutôt recharger la voiture à midi au fur et à mesure que le solaire va se développer. Donc c'est plus facile en ça à gérer que l'éolien. L'inconvénient, c'est que l'éolien est moins prévisible. Par contre, il produit plus l'hiver quand on en a besoin. Par contre, sur l'autoconsommation, je suis moins convaincu parce que le problème du photovoltaïque, c'est que le coût de raccordement est élevé. Donc, si on raccorde quelques panneaux, ça coûte plus cher que si on en raccorde beaucoup. Et donc, sur le photovoltaïque, ce qui est plus intéressant, en fait, c'est d'en faire beaucoup à un endroit, notamment sur des zones artificialisées. Ça peut être des parkings, ça peut être des usines. Pour des grosses productions. Mais là, l'idée, c'est de savoir si chez soi, on peut le faire. Mais quel est l'intérêt, en fait, de produire l'électricité chez soi ? Justement, on va peut-être poser cette question. On va recevoir Vincent, qui est le directeur de Sonologie. Vincent, justement, une solution, c'est peut-être de produire sa propre électricité pour réduire ses factures. On se dit peut-être que c'est compliqué aujourd'hui, coûteux, qu'il faut être propriétaire, mettre des grosses installations, etc. Mais en fait, non, pas besoin. Vous avez une solution ? Un locataire peut faire ça, Vincent ? Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
effectivement, le problème en fait du solaire résidentiel et de l'autoconsommation, c'est que il y a beaucoup de gens qui voudraient y passer, mais le taux d'équipement est très faible. Plus de 70% des gens aiment le solaire, voudraient être chez eux, mais il y en a moins de 3% qui l'ont fait réellement. Et puis, ce qui les a empêchés de le faire et qui bloque cette adoption massive du solaire en autoconsommation en France, c'est notamment le fait que c'est réservé à des propriétaires de maisons qui doivent passer par des installateurs pour pouvoir accéder à cette autoconsommation solaire. Et donc, nous, on a développé une station solaire, plug and play, qui suffit de brancher sur une prise de courant pour, en 2 minutes, commencer à produire et autoconsommer sa propre électricité. Voilà, donc des petites puissances, c'est ça. Et donc, on injecte directement, on se branche dans une prise, c'est ça ? C'est ça, on se branche dans une prise qui respecte les normes en termes d'ampérage, de mise à la terre. De fréquence aussi, tableau, comme disait Brice. De fréquence, bien évidemment, puisqu'on sort en 230 volts AC, à 50 Hz. Je vois qu'on a affaire à des grands spécialistes. Ouais, on a EDF autour de la table, ouais, effectivement aussi. Exactement. Donc on est parfaitement conforme à la norme C1500 et donc on va pouvoir effectivement immédiatement, sans aucun travaux, sans aucune autorisation particulière, commencer à goûter au solaire. Et c'est bien ça l'enjeu finalement, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens agissent véritablement par rapport à leur consommation d'énergie. Et l'énergie photovoltaïque, quoi qu'on en dise, c'est la seule forme d'énergie, c'est la seule source que les gens peuvent utiliser pour chez eux. Ouais, ça va être difficile d'installer une éolienne à la maison. Oui, Baptiste ? Comment dire ? Si on a des panneaux photovoltaïques, si on ne fait pas tourner la machine à laver en même temps et tout en même temps... Ah oui, il faut adapter notre consommation, enfin notre mode de vie. Il ne faut pas faire tourner toute la nuit. Il y a un truc, si on veut vraiment utiliser notre propre énergie en venant du solaire, il y a l'idée des chauffe-eau solaires aussi sur les toits pour des personnes qui ont des maisons, qui habitent quelque part. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui vient du soleil, qui arrive sur l'eau qu'on consomme, et là on la consomme vraiment nous. Et il n'y a pas de question de stockage, d'injecter, etc. Donc ça peut aussi être une option pour les gens qui veulent faire quelque chose, s'ils n'en ont pas la possibilité de faire chez eux, ça me semble être une bonne idée. Vincent, est-ce que depuis que les annonces d'augmentation de 15% en début 2023 de tarifs de l'électricité, vous avez ressenti un impact sur vos ventes ? Oui, un impact très très fort, puisque les gens effectivement anticipent l'augmentation prévue de l'année prochaine, et puis en plus il y a une peur du blackout. C'est ce qu'on dit, les gens en ce moment on a l'impression quand on écoute les infos cet hiver on va se retrouver dans le noir, donc qu'est-ce que je vais faire, ils veulent produire leur courant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors oui, mais s'il y a pas de, oui, mais par contre attention, en France il y a des normes, on peut pas brancher son panneau photovoltaïque s'il y a plus de courant chez EDF, ça produit plus, il y a de la sécurité. Donc faut pas que les gens s'imaginent qu'ils vont avoir leur panneau, c'est pas grave s'il y a un blackout, moi j'ai leur mon courant, ça marche pas ça. Non, ça marche pas. Il faut une protection de découplage pour éviter que, effectivement, on produise pendant qu'il y ait des techniciens d'Enedis qui sont en train de réparer les lignes. Donc ça, c'est important. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que peu de gens le savent, mais tous les équipements solaires photovoltaïques dits raccordés réseau sont demain compatibles avec des systèmes de stockage. Alors, on a parlé du ballon d'eau chaude, qui est probablement la batterie la plus performante, en tout cas la moins coûteuse au monde, puisque une bonne façon de stocker l'électricité, c'est de la mettre dans l'eau chaude. On en utilise tous les jours. Donc, c'est le kilowattheure stocké le plus compétitif. Mais, comme je disais, un système raccordé réseau, et nos systèmes plug and play en font partie, sont compatibles avec des systèmes de stockage dits AC. Et donc, on peut faire ce couplage AC. Et donc, on peut aller vers, en fait, une évolutivité du système où on s'équipe dès maintenant pour faire de l'autoconsommation directe. Et demain, en faisant grandir le système, on peut y ajouter aussi une capacité de stockage qui peut être électrique ou thermique. Ok, oui, Brice. Mais quand même, une petite question, quand tu parles d'autoconsommation, alors que tu te branches sur la prise, il y a une petite subtilité qui m'échappe, parce que du coup, tu n'es pas en autoconsommation. Si tu te branches sur la prise, tu injectes ton électricité sur le réseau EDF. Eh ben non, parce que quand on se branche sur une prise de courant standard qu'on a à domicile, elles fonctionnent de manière bidirectionnelle, à double sens, donc on peut tirer du courant injecté. Le courant solaire qu'on va injecter dans la prise va alimenter les appareils qui sont raccordés sur le circuit. Voilà, on va remonter au tableau électrique et après on va irriguer le reste des circuits de l'habitation. Et s'il y en a avant de repartir dans le réseau, il y a un surplus. Ok. Très bien. Et Vincent, une dernière petite précision, puisque lors de la préparation de l'émission, tu disais que souvent le bricolage, c'était associé aux hommes et que maintenant la clientèle se féminise, clairement. Les femmes s'y mettent sur le photovoltaïque, c'est ça? Ouais, parmi les 5000 systèmes
que l'on vend par mois maintenant, ce qui est considérable, ce qui fait de nous en fait un acteur qui pèse au moins 10% maintenant du marché français. On a 25% de femmes. Le fait de ne pas avoir à passer par une toiture et des travaux a permis à beaucoup de femmes de s'intéresser au solaire, ce qui est un fait nouveau. Moi, ça fait 15 ans que je suis dedans. J'étais fabricant de panneaux avant. Je n'ai jamais vu ça. Et pour moi, c'est hyper satisfaisant de voir qu'en travaillant sur le design, sur la facilité d'installation, on arrive à intéresser un nouveau public. Eh ben merci beaucoup Vincent pour cette peut-être une solution, c'est ça, sonologie des panneaux, donc qui ont l'air d'interroger un petit peu d'interpeller nos invités en plateau, en tout cas sur le fait qu'on puisse se brancher sur une prise. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous, très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Du coup, nous, on va continuer, on va enchaîner sur une partie un petit peu plus touchy. On va dériver sur le pétrole et ensuite sur les moyens de se déplacer. On se retrouve dans quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes drogués au pétrole. Faut-il s'inquiéter de son épuisement ? Par quoi le remplacer ? De l'électricité ? Peut-être la voiture électrique, je sais pas, c'est une bonne idée ? Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités en plateau. Faut qu'on en parle, les chiffres. Est-ce que Luc, tu as quelques chiffres sur le pétrole à nous donner ? Oui, comme nous l'avons dit dans le sommaire de notre émission, en fin 2015, les réserves de pétrole étaient estimées dans le monde à près de 1698 milliards de barils, soit l'équivalent d'environ 51 ans de production mondiale. La production pétrolière va donc décroître dans les années futures et l'offre mondiale va atteindre à environ 100 millions de barils par jour cette année en 2022. 15 milliards de litres par jour dans le monde, c'est énorme. La France, elle se situe au 13e rang mondial actuellement de la consommation de pétrole, avec 1,6 million de barils par jour. Ça fait quand même 257 millions de litres de pétrole, soit 9,726 milliards de litres consommés par an. Et des chiffres sur les voitures et les carburants ? Sur l'ensemble de l'année 2021, le marché automobile français termine aux portes des 1,66 millions d'unités. Concernant le carburant, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Les prix de l'essence et du diesel sont de nombreuses fois passés au-dessus de la barre symbolique de 2 €. On l'a même vu à 3 € il n'y a pas longtemps dans certaines stations. Le litre, voilà, ça a été assez fou. Pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Léa de Umat, je ne sais pas où c'est, puis la découvrir peut-être. Le pétrole est partout dans notre quotidien, on en a presque plus et cela ne préoccupe personne. Les gars, réveillez-vous, dans 50 ans, c'est bientôt, vous serez encore en vie, préoccupez-vous-en. Myriam de Clos. J'en ai marre de payer l'essence plein pot, mais les voitures électriques, c'est hors de prix. Je ne comprends pas pourquoi la lumière solaire n'est pas utilisée. C'est une énergie non renouvelable. Alors pourquoi pas créer des voitures solaires ? Oui, le pétrole, c'est une énergie fossile dont les réserves sont limitées à l'échelle de la planète. De quoi il se constitue déjà le pétrole, si cher à notre économie et à nos déplacements aujourd'hui ? Maxence peut-être ? Oui, alors le pétrole, c'est une énergie fossile qui s'est formée par sédimentation de plancton qui sont morts il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, qui ont été digérés dans les entrailles de la Terre. Ça fait des chaînes carbonées. Et aujourd'hui, en fait, on peut l'utiliser pour tout un tas de choses, pour se déplacer, pour faire des carburants, pour faire des lubrifiants et pour toute la pétrochimie. Donc, ça va des médicaments à tous les produits chimiques qu'on utilise, les plastiques, les polymères, etc. J'aimerais juste peut-être revenir sur un truc qui est important, qui est l'un des chiffres que vous avez donné sur les réserves de pétrole. En fait, ce chiffre-là n'est pas juste parce que les réserves déclarées dans un certain nombre de pays sont complètement fantaisistes. En fait, c'est politique. Pour faire croire qu'il y a du stock, c'est ça ? En fait, les principaux pays producteurs de pétrole sont réunis dans un cartel qui s'appelle l'OPEP. Alors, un cartel, c'est une alliance dont la fonction est de gérer les prix.
Et c'est la fonction première de l'OPEP. Et donc, l'OPEP se définit des quotas de production et chaque pays membre de l'OPEP va pouvoir extraire en fonction des réserves qu'il a déclarées. Et donc, si vous regardez les réserves des pays de l'OPEP, par exemple, elles ne diminuent jamais. Alors que, bizarrement, au fur et à mesure que vous extrayez du pétrole dans les réserves, elles doivent diminuer. Donc, si vous découvrez davantage, elles augmentent. Si vous extrayez davantage. Ils font croire qu'ils découvrent des nouveaux gisements? Non, même pas. Elles sont stables et quand ils ont besoin de les revoir, en fait, c'est toujours à la hausse et donc ça fait une grande marche. Et donc, si vous regardez, ils font les prix au final. Voilà, mais tout ça pour dire que les réserves qui sont déclarées dans le domaine public ne sont pas du tout représentatives des réserves réelles. En fait, si on veut avoir une idée des réserves réelles, il faut acheter des bases de données qui coûtent très cher à destination de l'industrie pétrolière. Et ce sont des renseignements qui sont absolument pas publics. Et donc, c'est de la reconstruction par des entreprises spécialisées. Ah bah non, c'est du secret d'État. Par exemple, en Russie, les réserves, c'est du secret d'État. Donc, la Russie déclare tous les ans. Donc, si ça se trouve, on nous annonce 1700 milliards de barils. En fait, c'est peut-être 10 fois moins. On n'en sait rien. Bon, déjà, il y a plusieurs types de réserves, mais de toute façon, ce chiffre-là n'a pas de valeur. Effectivement. Comment on extrait le pétrole? Où sont situés aujourd'hui les gisements de pétrole? Comment on transporte ce pétrole? Maxence? Alors, il y a différents types de pétrole. Il y a ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. C'est du pétrole qui est piégé dans une roche suffisamment poreuse pour qu'il puisse circuler à l'intérieur. Donc, quand vous faites un forage dans le pétrole, du fait de la pression interne du gisement, parce qu'il y a aussi du gaz dans ce gisement-là, le pétrole remonte et c'est assez facile à récupérer. À côté de ça, vous avez aussi ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels. Par exemple, les pétroles de réservoir compact, plus connus sous le nom de pétrole de schiste, qui sont dans des roches... Ceux qui font débat d'ailleurs, énormément débat. Tout à fait. Ça pollue énormément. Eux, ils sont piégés dans des roches qui sont trop peu poreuses pour circuler. Donc, si vous voulez récupérer le pétrole, il faut fracturer la roche avec de l'eau sous pression, la maintenir ouverte avec du sable, fluidifier le pétrole avec des solvants. Et donc, ça consomme plus de matière, plus d'énergie. Et en plus, ce sont des puits qui s'épuisent à toute vitesse. Donc, si vous voulez ne serait-ce que maintenir un approvisionnement constant, il faut forer en permanence. Vous avez aussi dans les non conventionnels des choses qui sont pas des pétroles mais que vous pouvez transformer en pétrole. Par exemple, les sables bitumineux au Canada. Alors c'est pas du pétrole, c'est du bitume, donc quelque chose de solide. Oui, après on voit les photos satellites là où c'est horrible. Voilà. Oui, en fait c'est un mélange de bitume et de sable. Donc vous avez des sortes de grosses machines à laver qui permettent de séparer le sable du bitume. Et après vous pouvez soit le mélanger à des pétroles très légers pour faire un truc intermédiaire, soit l'hydrogéner pour réduire la taille des chaînes carbonées et en faire un pétrole synthétique. C'est le même type de procédé que ce que faisaient les Allemands pendant la guerre avec le charbon, où ils produisaient des carburants liquides et des gaz de synthèse à partir de charbon, parce qu'ils avaient du charbon mais pas de pétrole. Et donc ça, vous pouvez le faire aussi à partir de bitume, mais ça nécessite beaucoup d'énergie. Quand on voit comment on saccage effectivement la nature à ce niveau-là, on voit vraiment qu'on est drogué au pétrole. Oui, Baptiste? Je veux bien rebondir sur cette notion d'être drogué au pétrole. Oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment, on va tout saccager. C'est pas grave. Pour une goutte de pétrole, pour faire rouler sa voiture, avant de parler voiture électrique. Pour donner l'ordre de grandeur, là, tu as dit qu'on consommait 100 millions de barils par jour. Ouais, donc un baril de pétrole, c'est 160 litres. C'est un bidon qui fait 15 milliards de litres par jour. Voilà, 60 cm de haut, 40 cm de large. On peut se demander ce qui se passe si, au lieu de les consommer, on empile ces barils les uns au-dessus des autres. Au bout de 5 jours, on fait un escalier jusqu'à la Lune. Tellement c'est haut. Ah oui, là, on se représente le truc. Voilà. C'est plusieurs centaines de milliers de kilomètres d'eau. 380 000 kilomètres d'eau. Et si en une journée, on les met les uns à côté des autres, plutôt que de les brûler, on fait le tour de la Terre au niveau de l'équateur. Et donc c'est là où, au Shift, on aime bien dire que le pétrole, c'est le système sanguin de l'économie. Et c'est exactement ça, parce qu'en fait, on les empile pas les uns au-dessus des autres, mais ça circule en continu, et puis on brûle en continu pour maintenir notre niveau de vie. Jean-Paul? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Maxence sur les types de pétrole et qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus des pétroles difficiles à exploiter, à extraire. Il y a un chiffre qui est important à comprendre, c'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique. En fait, quand on a découvert le pétrole en Pennsylvanie dans les années 1800, vous plantez un coup de pioche et boum, vous aviez le pétrole qui sortait. Donc en fait, l'énergie que vous mettiez pour obtenir le pétrole, elle était très faible. Et en fait, on utilise un ratio, c'est le taux de retour énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que je vais récupérer divisé par l'énergie que j'ai mise en œuvre pour l'obtenir. Pour vous donner un ordre de grandeur, le pétrole au début, le TRE, c'était 100. C'est-à-dire que vous mettiez un baril de pétrole, équivalent énergétique, et vous obteniez 100 barils. Okay. D'accord ? Aujourd'hui, en moyenne, Maxence pourra peut-être compléter, je crois qu'en moyenne, on est à peu près à 14 en ce moment.
C'est-à-dire, vous mettez un baril de pétrole équivalent pour obtenir 14 barils. Ah oui, sur les prix, c'est pas sur 14 les barils actuels. pour cent. Ouais, ok. D'accord. Pour le pétrole de schiste, alors ça dépend des études, mais c'est à peu près de 1 à 5. C'est-à-dire que vous mettez un pétrole équivalent d'énergie pour obtenir 5. Et les schistes bitumineux, on n'est pas sûr que ça soit, supérieur à 1. Voilà. Oui, d'accord. Donc en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que plus ça va, moins on trouve des gisements importants. Donc ça veut dire que l'énergie que vous allez mettre en œuvre vous donnera moins de pétrole qu'avant. D'accord ? Et plus ça va, plus les pétroles que vous obtenez sont difficiles à transformer pour obtenir les produits que vous souhaitez. Donc vous mettez encore plus d'énergie en œuvre. Baptiste ? Ouais, il y a un mot qu'on utilise pour décrire ça, c'est le cannibalisme énergétique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a de l'énergie, mais on l'utilise pour produire de l'énergie et il nous en faut de plus en plus pour produire une unité d'énergie. Et là, je voudrais rebondir sur un des propos de votre auditrice qui a dit qu'il nous restait 50 ans et que donc il fallait qu'on se réveille tout de suite. Alors, peu importe les chiffres qu'on peut débattre sur les réserves, sur les taux parce que si ça se trouve, en fait, il en reste que 20, mais on le sait pas. Il en reste beaucoup, malheureusement, quand même. Ouais. Et c'est ce que je voulais dire ici. C'est qu'il y a un enjeu au premier ordre, là, tout de suite, de résilience. C'est-à-dire que si jamais on a une contraction de l'approvisionnement, il aurait fallu qu'on réduise nous-mêmes la demande plutôt que ça se fasse par l'offre, parce qu'encore une fois, si ça se fait par l'offre, ça se fait dans la douleur. Il y a un deuxième enjeu qui est bien sûr le changement climatique. Il faut le faire absolument, extrêmement rapidement pour le changement climatique. Et puis cette notion dont a parlé Maxence de forêt en permanence dans ce cannibalisme-là, c'est aussi extrêmement destructeur pour l'environnement. Et donc, on n'a pas du tout envie d'aller chercher cette dernière goutte de pétrole parce que ça se fera au prix d'impacts colossaux sur l'environnement. Mais parce que pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative. Oui, Maxence ? Peut-être pour repréciser encore, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. On peut pas parler du pétrole, il y en a pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin dans 70, 80 ans, on utilisera toujours du pétrole. La question c'est plus moins et pour faire peut-être on disait des seringues par exemple. C'est ça. En fait, la question c'est surtout l'adéquation de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a suffisamment de pétrole pour répondre à la demande sans problème ou est-ce que la demande est un petit peu beaucoup supérieure à toujours du pétrole, peut-être qu'effectivement en 1000 ans on en utilisera encore, mais du pétrole, il y en aura toujours. Par contre, ce sera du pétrole qui va coûter beaucoup plus cher, qui va être beaucoup plus compliqué à aller chercher. Et donc ça va créer tout un tas de problèmes sociaux, différents selon les pays, différents selon les usages, etc. Et donc c'est ça en fait le problème qui nous concerne. On a beaucoup d'auditeurs qui nous ont demandé par quoi remplacer le pétrole, qu'aujourd'hui on est complètement dépendant de ça, comment faire pour ne plus l'être. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle Baptiste ? Il faut d'abord se demander, quand on a un usage énergétique, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Typiquement, si c'est du pétrole pour mettre dans un billet d'avion, pour faire quelque chose qui n'est pas extrêmement utile, on peut se dire, OK, on ne le fait pas. Si c'est pour mettre dans une voiture où, encore une fois, l'usage n'est pas forcément important, on ne le fait pas. Maintenant, si c'est pour faire un trajet pour aller au travail, là, il faut se demander, OK, dans tous les cas, il faut faire ce trajet. Donc, avec quel mode de locomotion on peut faire ce trajet ? Est-ce que je fais en électrique ? On va en parler après. Donc là, on peut se dire, alors, est-ce que je peux y aller en vélo ? Oui, non. Si c'est pas loin. Si c'est pas loin, si c'est trop loin, est-ce que je peux y aller en vélo électrique ? Oui, non. Sinon, est-ce que je peux y aller en transport en commun, en bus électrifié, par exemple ? Et puis après, si vraiment... Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent leur voiture. Je crois que c'est 72%, j'ai vu, dans les chiffres, qui utilisent leur voiture pour des trajets de moins de 5 km. Exactement. Est-ce qu'on peut pas les remplacer par autre chose ? 72%, c'est énorme. C'est vraiment une question de mode de vie et de vivre différemment en se déplaçant différemment. Et il y a aussi là une question d'aménagement des villes, d'aménagement des territoires et de politique publique forte de développement des transports en commun. Parce que malheureusement, il y a plein de gens qui ont besoin de faire des grands trajets. Aujourd'hui, dans les grandes villes, les transports en commun ne sont pas développés, c'est clair. Voilà. Faut être clair aujourd'hui. Oui, c'est pas évident. Franchement, oui. Et même dans certaines grandes villes de France, c'est pas non plus au top de. C'est pas la région parisienne, faut le dire clairement. En région parisienne, on peut effectivement prendre tout ce qu'on veut comme transport en commun, on peut se déplacer facilement. Oui, Jean-Paul ? Oui, pour donner une image aussi. Encore une fois, le pétrole n'est pas utilisé seulement pour faire des carburants, pour brûler, d'accord ? Le pétrole, il est utilisé en grande partie effectivement pour être brûlé, d'accord ? Et un petit pourcentage, je ne connais pas le terme combien c'est exactement, peut-être 10%. De ce pétrole est utilisé pour faire des choses matérielles. Et en fait, avec la transition énergétique, la question qu'il faut se poser, encore une fois, ce sont des arbitrages sur qu'est-ce que je vais faire avec ce pétrole, parce qu'effectivement, on va continuer à utiliser le pétrole.
Et vous vous rendez bien compte que les choses matérielles, ça va être difficile de trouver des alternatives. Je prends l'exemple de la seringue parce que je pense que c'est très parlant. Le plastique, par exemple. Alors, on parle aussi de recycler le plastique, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le plastique, ce sont des chaînes, ce sont des polymères. Et en fait, quand vous le recyclez, vous allez casser les polymères. Donc, vous ne pouvez pas faire un recyclage vertueux en utilisant tout le temps le même plastique. Vous êtes obligé de faire un apport de plastique, entre guillemets, frais. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est si je peux substituer le pétrole qui est brûlé par autre chose, il faut le faire. Mais de toute manière, il y a des choses que vous ne pourrez pas substituer. Ce seront d'une part les biens matériels et puis des choses que vous ne pourrez pas tout simplement transitionner avec autre chose. Alors, je pense notamment au transport maritime ou à l'aviation. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire voler des avions électriques. Et puis, rappelez-vous que tout ce qui est autour de nous, beaucoup de choses sont importées aussi. Alors, certes, ça va diminuer, mais il y aura quand même des échanges entre les pays. Je repose la question parce qu'elle est beaucoup revenue dans nos réactions. Par quoi remplacer le pétrole ? Est-ce que les biocarburants, l'hydrogène ou autre, je sais pas. Par quoi on peut remplacer ça ? Jean-Paul ? Pour ce qui est des combustibles, je pense qu'il y a plusieurs pistes. La question est arrivée par nos auditeurs, effectivement, avec le pétrole dans les voitures. Clairement, les gens, quand je peux remplacer ça ? Alors, on va parler des voitures électriques, mais est-ce qu'on peut remplacer avec autre chose ? Biocarburant, hydrogène, alors, je sais pas. On l'a dit tout à l'heure, encore une fois, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la transition énergétique, c'est pas une équivalence énergétique. C'est pas un pour un. C'est pas on prend le pétrole, on jette, on met hydrogène. Vous aurez des biocarburants, mais les biocarburants, c'est limité parce que vous allez mettre ça en compétition avec les usages du sol. Encore une fois, une chose qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est que le pétrole, d'où il vient ? Il vient de sous terre. Oui. D'accord ? Il embête personne. Et quand on parle de transition en parlant de biocarburant, le biocarburant, lui, il sera fabriqué sur terre. Et sur terre, il y a pas mal de choses qui se font. Donc là, vous allez mettre en compétition l'utilisation des sols pour faire des biocarburants, avec notamment l'agriculture. L'agriculture, on est d'accord. Ouais. Donc là, le potentiel de biocarburant va être limité en raison de ce conflit d'usage. Vous avez bien sûr la mobilité au niveau de l'électrique, mais on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais de toute manière, et on n'en a pas parlé, peut-être je vais le glisser maintenant, il y a le problème des métaux aussi. Les métaux rares, les métaux rares, les métaux cobalt, cuivre, etc., mais aussi pour les voitures. Donc, de toute manière... Ou pour les panneaux photovoltaïques, le silicium, par exemple. Exactement. Alors, je voulais le glisser tout à l'heure, mais un panneau photovoltaïque, c'est 10 à 15 fois plus de métal que le nucléaire sur sa durée de vie. D'accord ? Donc, il faut se rendre compte que si on veut remplacer le pétrole, ce qui était la question, il y a des choses où on ne pourra pas le remplacer et il faut bien se rendre compte de quoi on parle là. D'accord ? L'exemple de la seringue est un exemple. Et puis, pour ce qui est du pétrole qui devient un combustible, là, il y a des alternatives, mais il n'y aura pas d'équivalence. Oui, Maxence ? Peut-être pour résumer sur le pétrole combustible, donc dans la mobilité, il va falloir, réduire les besoins via une organisation différente, c'est-à-dire, par exemple, davantage de télétravail, aller en vacances moins loin, donc réduire le besoin de mobilité, développer les alternatives, les pieds, le vélo, les transports en commun, consommer moins d'énergie pour chaque mobilité, donc avoir des véhicules plus petits, plus sobres, et quatrième point, décarboner cette mobilité. Donc, et c'est là que la voiture électrique va jouer. Mais la voiture électrique ne doit pas être vue comme un substitut direct en 1 pour 1. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si on essaie de remplacer tous les véhicules thermiques par leur exact équivalent électrique, ne serait-ce que pour des questions de matière, on n'y arrivera pas. Donc la voiture électrique a un rôle à jouer, mais c'est un rôle dans une offre de mobilité profondément transformée où la voiture joue un rôle moindre et ce sera une voiture différente qui produit des services différents, surtout pour de la mobilité de proximité. Et si on veut faire plusieurs centaines de kilomètres, ce sera surtout avec des trains. Et donc ça pose aussi la question de l'intermodalité. Par exemple, comment est-ce qu'on va jusqu'à la gare ? Comment est-ce qu'on fait les derniers kilomètres ? Donc il y a toute une réflexion à avoir. Alors, c'est un peu frustrant. Dans les grandes villes, c'est facile. Bon, aujourd'hui, il y a des trottinettes électriques, des choses comme ça, quand on arrive dans une gare, que ce soit à Lyon, à Paris, Marseille ou autre. Mais effectivement, ailleurs, quand on veut aller à Marseille, qu'on veut venir, par exemple, entre Marseille et Toulon, aujourd'hui, il y a un train, mais si on veut aller dans un village à côté, c'est pas possible. Il n'y a rien. Voilà. Comment ? Il n'y a pas une trottinette de dispo, il n'y a rien. Et c'est ça qui peut être frustrant pour la population, c'est que tous les leviers ne sont pas aux mains de la population. Il y a aussi des leviers qui sont aux mains du politique, qui sont aux mains des entreprises. C'est-à-dire que si on veut que les gens puissent prendre davantage le train, il faut travailler sur les intermodalités. Il faut que
que dans au moins toutes les gares principales et dans le plus de gares possible, il y ait la possibilité de louer des vélos ou des voitures du premier train au dernier train, et même le week-end, même le dimanche. Et donc là, il y a des travaux massifs à faire à ce niveau-là pour... Ça, c'est au pouvoir public de le développer. Voilà. Oui. Au pouvoir public ou à des entreprises. Pour moi, la plus grande révolution une des plus grandes révolutions, qu'il y ait eu dans les créations de startups ces dernières années, c'est Blablacar. Blablacar préfigure vraiment de ce que sera ou de ce qu'est aujourd'hui et de ce que sera encore plus demain, c'est-à-dire l'autopartage, c'est-à-dire le fait de se servir d'un seul véhicule pour plusieurs personnes, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez hallucinant de voir des voitures qu'on construit toujours plus grosses, et malheureusement, moi qui suis un défenseur du véhicule électrique, je vois que l'électrique prend un petit peu un mauvais virage là-dessus, occupé par une ou deux personnes. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Ouais. Baptiste ? Oui, sur Blablacar, je veux ramener à une question qui est le prix du train, qui est très très importante, où le train coûte très cher actuellement. Et il y a une ligne que je pratique beaucoup, c'est la ligne Lyon-Grenoble, qui se fait extrêmement bien en TER, c'est très pratique, il y a des arrêts, on a toutes les heures, etc. Et j'ai des amis qui font le trajet en Blablacar parce que ça coûte moins cher de le faire plutôt que de le faire en train, alors que le train serait bien plus écologique, même que le Blablacar. Et s'il n'y a pas d'autre alternative, le Blablacar c'est très bien, mais voilà, donc il y a un enjeu autour du prix du train aussi. Effectivement. Eh bien, on va être focus un petit peu sur la voiture et la voiture électrique maintenant. Allez, on revient dans quelques secondes. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube. Faut qu'on en parle. Alors on le voit, c'est quand même hyper compliqué aujourd'hui. On voit qu'il y a plusieurs solutions. On parle de prendre des transports, on peut plus peut-être se permettre, je vous le disais tout à l'heure, 72% des gens prennent la voiture pour faire 5 km, peut-être en électrique, je ne sais pas. Oui, elle est indispensable aujourd'hui, la voiture, elle fait partie de notre quotidien. Essence, diesel, électrique, à chaud comme ça, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ? Que choisir pour le porte-monnaie et l'environnement ? On va peut-être pas commencer par Olivier, mais par... Moi, il est convaincu, il va défendre son beefsteak maintenant. J'ai peut-être juste une petite remarque à faire avant qu'on parle de la voiture électrique. C'est vrai que là, j'ai regardé juste avant les chiffres, parce que tout à l'heure, il y a une auditrice qui a dit l'essence c'est trop cher, pourquoi on met pas des panneaux solaires sur les voitures, par exemple, pour les propulser. Alors très rapidement, pour propulser une voiture mécaniquement avec un panneau solaire, c'est physiquement impossible. Allumer l'autoradio peut-être. Mais par contre, en termes de chiffres, si vous comparez en 2022, alors c'est les chiffres de début 2022 par rapport à 1973, il faut moins de temps à une personne payée au SMIC pour s'acheter de l'essence en 2022 qu'en 1973. Donc il faut faire attention à la perception qu'on a des coûts et les coûts de l'essence, et c'est pas pour rien que tout le monde utilise un peu sa voiture en ce moment. Voilà, c'est que finalement, même si l'essence nous paraît très chère, elle est encore nettement en deçà de son prix réel, ça c'est vrai, mais elle est moins chère même qu'il y a 50 ans. Donc du coup, tour de table, effectivement. Essence, diesel, électrique, voilà. Alors, je crois que si jamais quelqu'un a vraiment besoin d'une voiture, c'est indiscutable qu'il faut une voiture électrique. Versus essence, diesel, etc. On va en parler avec Olivier aussi, mais ça dépend d'où il habite. Voilà, combien de kilomètres il a à faire par jour. Voilà. Exactement, non mais c'est ça. Non mais c'est-à-dire que par défaut, si on peut ne pas avoir de voiture, il ne faut pas avoir de voiture. Si on peut s'en passer, donc par exemple les citadins, d'ailleurs très peu de citadins, en particulier même à Paris intramuros, les gens ont très peu la voiture. Exactement. Dans Paris intra. Et il y a des politiques en place pour faire en sorte que ça devienne petit à petit impossible d'avoir une voiture. On le voit avec déjà ne serait-ce que les vignettes critères où les voitures polluantes commencent à être bannies des centres-villes, etc. Pour l'instant, voilà. Donc l'idée, ça serait ça. Ça serait de ne pas utiliser la voiture quand on peut ne pas l'utiliser, en particulier dans les centres-villes. Peut-être les petites villes, les petits villages, développer plus les transports en commun, ce genre de choses. Voilà. Après, il y a aussi les notions d'autopartage. Si vraiment il y a besoin de... Parce que si on peut pas, il y aura peut-être pas des... Mais il y avait eu ça, des tentatives dans des villes. Je crois qu'à Paris, il n'y avait pas eu Autolib ou des trucs comme ça. Mais je crois que ça n'existe plus, ça. Des tentatives de voitures en autopartage. Alors électrique, mais... Peut-être que c'est parce qu'à Paris, ça sert à rien. Peut-être. Bon, ouais, c'est clair que la voiture à Paris, c'est compliqué quand même. Donc petit tour de table. Sinon, je suppose... qui roule en électrique ici à part Olivier ? Qu'Olivier ? Alors non, mais je suis en train de me poser la question parce que j'ai une vieille voiture. De la changer. Une vieille voiture de 2005 qui est en bout de course, et donc je regardais un petit peu parce que je suis pas mal en province, et donc en province c'est vrai que c'est difficile de faire ça. Et par exemple, on trouve quand même sur le marché des petites voitures électriques. Il y a Dacia notamment qui en a fait une qui fait moins d'1 tonne.
Alors, je pense que, en fait, pour que l'électrique devienne accessible, il faut aussi que ce soit des petites voitures avec une petite batterie qui permet de faire le déplacement du quotidien. C'est pas une voiture avec laquelle on va partir en vacances. Par contre, pour le trajet quotidien, pour les trajets quotidiens, ça peut être intéressant. Je voudrais amener un point aussi sur les vélos. Qui est que souvent on dit que le vélo c'est pas bien parce que ça permet pas par exemple de faire des courses, ça permet pas d'amener les enfants quelque part. Et là, alors par exemple à Paris, c'est impressionnant l'offre de vélos électriques qui est en train d'être développée, et il y a des vélos pour tout. Et maintenant on voit des tanks dans Paris avec un cycliste et puis 3 enfants derrière. Et en fait, ça marche super bien. Donc il y a aussi ça, même pour les gens qui sont à la campagne, on peut rouler à 30-40 km/h avec 3 enfants derrière parce qu'on a une super assistance. Et c'est toujours mieux qu'une voiture. Après, voilà, ça ne se substitue pas partout. On voit qu'en fait, notre quotidien habituel avec la voiture traditionnelle qui fait tout, on est en train de se diriger vers plein de petites alternatives, en fait, au final. Mylène ? Le prix de l'électricité augmente, les ressources diminuent. Est-ce que ça a été une bonne alternative de créer des voitures électriques pour remplacer le pétrole ? Définitivement, oui. Alors, moi, je vais vous parler en tant que... Convaincu ? Disons, possesseur et utilisateur de VE depuis... début 2018. Alors justement, Olivier, profitons-en, parce que toi, tu es utilisateur de véhicules électriques depuis quasiment la première heure. Enfin, depuis... Non, la première heure, j'exagère quand même. 2013, la première heure, ouais. Ouais, quand même. Bon, c'est pas vieux, quand même. Donc, depuis quelques années, on va dire, profites-en pour nous faire aussi ton retour d'expérience. Oui, absolument. Voilà. Les avantages, les inconvénients d'une voiture électrique. Raconte-nous. Absolument. Donc, aujourd'hui, on va démarrer par là. Qu'est-ce qu'une voiture électrique, en fait ? Une voiture électrique, c'est 4 roues, une carrosserie, sauf que le groupe motopropulseur, il va être composé d'un moteur électrique, fait d'un stator et d'un rotor généralement, qui va être alimenté par une batterie. Et cette batterie, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai amené un exemple ici, c'est finalement des cellules composées d'accumulateurs comme ceux que vous pouvez trouver éventuellement. Celui-là vient d'une cigarette électronique, mais on peut les trouver ailleurs. Schématiquement. Je vois les yeux d'experts qui me regardent et je les laisserai détailler plus en avant. Donc, une voiture électrique, aujourd'hui, c'est très peu de mécanique. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu d'entretien ? Les moteurs sont robustes ? C'est très peu d'entretien. Par exemple, il n'y a pas de vidange sur une voiture électrique. On parle souvent de la non-pollution en roulage. Je parle vraiment en utilisation. Mais on pense rarement que les voitures électriques ne chauffent pas. Il n'y a pas de chaleur fatale. Les voitures électriques sont silencieuses. Donc ça va aussi changer la vie dans les cités. Et d'ailleurs, on le voit quand on a 2, 3, 4 voitures électriques à la file, ce qui maintenant arrive dans les grandes villes. On commence à s'habituer. Au début, c'était très perturbant. On avait peur de traverser, etc. Parce qu'on faisait pas... Enfin voilà, on l'entendait pas. Maintenant, ça y est, on commence à avoir ce petit bruit-là. C'est comme tout. Ça devient... Quand le niveau sonore va baisser, notre niveau aussi d'ouïe va baisser avec. Et donc, quand vous êtes à la campagne et que vous entendez un oiseau, imaginez bien que cet oiseau, si on est en ville, il va passer en dehors de notre circuit. Bon, moi, je suis assez content que vous ayez introduit le sujet avec le pétrole et que mes collègues aient parlé un peu de pétrole parce que ça remet un peu en perspective quand même qu'est-ce que c'est que les voitures thermiques. On a aujourd'hui une industrie de la voiture thermique qui a plus de 100 ans. Elle pollue toujours autant. Alors on peut dire effectivement que des véhicules des années 60... pollue moins les nouveaux véhicules, mais il y a beaucoup plus de voitures qu'il y a 100 ans. Sauf que, exactement, il y a beaucoup plus de voitures qu'il y a 100 ans. Elles sont beaucoup plus grosses, elles sont beaucoup plus lourdes. Et on a bien vu que les scandales type Dieselgate et autres... prouvaient quand même que les constructeurs mentaient la plupart du temps sur les rejets qui sont souvent calculés sur des bancs d'essai et non pas en utilisation réelle, et on a tous été témoins de nuages noirs ou gris derrière une voiture thermique dans une côte ou dans un démarrage, malgré le fait qu'elle soit très récente. Donc l'impact de la combustion des énergies fossiles dans le transport, il est gigantesque. Moi j'habite à Marseille, si on parle des bateaux maintenant et du maritime un petit peu, on a aujourd'hui des quartiers entiers qui sont sous la fumée des mazout lourds et des fuels lourds utilisés par le transport maritime. Et aujourd'hui, on est en train d'électrifier les quais pour que au moins à minima à l'arrêt, ces bateaux soient en branchement et non pas sur leur moteur. Donc les drames liés, pour moi c'est un drame parce que j'ai vu beaucoup aussi d'enfants asthmatiques ou en tout cas vraiment perturbés par les pollutions, que ce soit les particules fines ou autres.
les drames liés à la combustion des énergies fossiles, il faut vraiment qu'on sorte de là. Alors effectivement, après, il y a la pétrochimie. Là, on ne pourra pas aujourd'hui, je pense, avoir un similaire pour pouvoir s'en passer. Par contre, au niveau de la mobilité, il y a les pieds, il y a le vélo, il y a la voiture électrique, et puis il y a effectivement une autre façon de voir les choses, une certaine sobriété, c'est-à-dire prendre le train quand on peut, c'est-à-dire partager les distances et les trajets quand on le peut. Et la voiture électrique emmène à tout ça. Parce qu'une voiture électrique, finalement, son but, c'est d'avoir le plus d'autonomie possible pour pouvoir faire le plus de trajets possible. Donc, on ne roule pas avec une voiture électrique comme on roule avec une voiture thermique. L'idée, quand on roule dans une voiture électrique, c'est évidemment d'avoir quand même une vitesse confortable et d'être sur des autoroutes, parce que il faut quand même pouvoir rouler sur des autoroutes, mais c'est de garder son autonomie, voire même de la créer. C'est un jeu presque. C'est un jeu. La régénération d'électricité via le jeu du stator et du rotor dans les voitures qui peuvent marcher en sens inverse, c'est un vrai jeu que tous les utilisateurs de voitures électriques vous démontreront. Et un jour, il faut vraiment que vous essayiez, si vraiment vous ne l'avez pas fait encore, parce que quand vous conduisez une voiture électrique, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pas possible. Bastien? Oui, je suis d'accord avec après tout ce que tu as dit, Olivier. Il y a un petit point quand même où je suis pas d'accord, c'est que la voiture électrique n'amène pas au train, au vélo, à la marche. Parce qu'en fait, l'intégralité, comment dire, si on est dans un pays où il y a de l'électricité décarbonée, c'est-à-dire que l'ensemble, la quasi-totalité du coût carbone de la voiture va être à la production. Et donc, c'est plusieurs tonnes de CO2 qui vont être émises il faut pour rouler quelques produire la dizaines de voiture. milliers de kilomètres pour amortir. Un Voilà. peu comme un panneau photovoltaïque. Et donc, quelque part, une fois qu'on a la voiture, si on roule un peu avec, il faudrait faire de la sobriété, notamment quand on est dans des contextes où on peut manquer d'électricité. Voilà. Mais sinon, ça change pas la face du monde. Et donc, le plus important, c'est peut-être de pas l'acheter si on a possibilité de tout faire à vélo, en train, etc. Et par contre, sinon, la voiture électrique est infiniment mieux que la voiture thermique. Enfin, pas infiniment, mais bien mieux. Si je peux répondre sur le coût carbone de la construction de voitures électriques, c'est tout à fait vrai. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques qui naissent tous les 6 mois. Oui, on va en parler après sur les soit avec Guillaume Piffron ou avec François-Xavier Pietri qui vient de sortir un livre, Les réseaux s'affolent. Bon, on va parler vraiment franc avec des études qui ont été faites et entrecoupées. Vous avez raison. Il y a un surplus de coûts énergétiques et CO2 à la production d'une voiture, mais qui est rattrapé très rapidement. L'ADEME change de chiffre tous les ans. Mais aujourd'hui, on parle de 30 000 km pour rattraper un véhicule thermique. Sauf que ce que l'ADEME ne prend pas en compte, c'est qu'un véhicule électrique à 300 000 km, il n'est pas usé. Il en fait 600 000, il en fait 900 000. Or, une voiture thermique à 300 000 km, c'est fini. Donc, ce n'est pas un équivalent 1 pour 1, c'est un équivalent 1 pour 2 qu'il faut prendre. Maxence? Oui, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est extrêmement robuste et ça, je pense que c'est un gros avantage des véhicules électriques. Et pour aller plus loin, s'il y a vraiment un pays où le véhicule électrique est pertinent, il y en a plusieurs, mais c'est la France où l'électricité est bas carbone, donc le bilan carbone du véhicule électrique est encore meilleur en France que dans d'autres pays. Si on veut améliorer ce bilan carbone, là, il y a aussi un enjeu industriel pour lancer une industrie du véhicule électrique en France, et notamment pour faire les batteries en France, parce que ce qui émet du CO2 dans le véhicule électrique, c'est la production de la batterie. Et la fabrication des modules consomme pas mal d'énergie. Donc, si on arrive à développer une industrie des batteries en France, là, on peut vraiment encore plus réduire le bilan carbone des véhicules électriques qui, rappelons-le, parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde, le bilan carbone des véhicules électriques est meilleur que celui des véhicules thermiques. Alors justement, on entend tout, et puisqu'on parle des batteries, donc on va avancer un petit peu sur le sujet, on entend tout et son contraire sur les véhicules électriques, essentiellement liés aux batteries. Maxence, tu viens de mettre le doigt dessus. Leur fabrication, leur recyclage, l'impact écologique que ça a. Alors, on peut faire un tour de table sur le sujet, c'est vrai, c'est pas vrai, Olivier? Je pense que tu fais allusion aux terres rares. Par exemple, on entend dire que la production des batteries pour les voitures électriques, c'est un gros problème. Oui, alors comme l'a dit Maxence, produire une batterie, c'est pas anodin, soit. Mais une fois pour toutes, il faut le dire, il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Les terres rares sont dans les aimants qui forment la motricité des moteurs électriques. Et pas dans tous. Et pas dans tous d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Il y a par contre ce qu'on appelle du lithium, qui est l'électrolyte des batteries. Le lithium, c'est quoi ? Encore une fois, mes amis experts le définiront mieux que moi.
C'est un sous-produit de saumure ou de minerai qui aujourd'hui est exploité en majorité dans des pays d'Amérique du Sud, mais on a aussi découvert des gisements même en Europe et en France. Le lithium demande beaucoup d'eau, mais il n'est pas en soi quelque chose de problématique. Oui. Dans les batteries, donc il y a quand même du lithium d'un côté, puis il y a du nickel, du manganèse, du cobalt dans les principales, et c'est pas tellement forcément le lithium qui est le plus critique, et le cobalt est probablement celui là-dedans qui est le plus critique. Il y a du progrès technologique incroyable qui est fait sur ces batteries-là. On a divisé par 3 la quantité de cobalt dans les batteries en une dizaine d'années. Et il y a encore des progrès qui vont arriver, et puis même potentiellement des changements de technologie. Mais ça a quand même des impacts, parce que ça reste des métaux qui sont très, très peu concentrés d'un contexte. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas forcément assez. Mais voilà, donc à un moment donné, ça fait faire des gros trous dans la terre, avoir besoin de beaucoup d'eau pour les raffiner. Et ça a des impacts environnementaux, humains, etc. Qui veulent pas dire qu'il faut pas faire de voiture électrique. Mais c'est quelque chose. Non, parce qu'autour de la table, vous êtes tous plus. Oui, Maxence. Il y a différents moyens d'extraction. Là, tout à l'heure, tu disais que du lithium, il y en a en France. C'est vrai, il y en a dans l'est de la France et dans l'ouest de l'Allemagne. C'est du lithium géothermal. Donc là, ce sont pas des mines de lithium. Ce sont des sources d'eau profondes qui contiennent du lithium concentré dedans. Et donc, il y aurait moyen de le récupérer en récupérant cette eau. On récupère le lithium dans cette eau et puis on réinjecte l'eau. Donc il y a des moyens comme ça de le récupérer. Sur quelque chose peut-être d'important sur le recyclage des batteries, oui. C'est normal que l'industrie du recyclage arrive après l'industrie du véhicule électrique, parce que les premiers véhicules électriques sont très peu nombreux. Donc on va pas créer une industrie du recyclage pour 3 véhicules par an. J'exagère un peu, mais c'est pareil pour le solaire photovoltaïque. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un certain volume de panneaux à recycler pour qu'il soit intéressant de développer toute une industrie du recyclage. Donc c'est normal que l'industrie arrive dans un second temps. Par contre, il y a un vrai enjeu pour l'Europe à se positionner là-dessus et à ne pas exporter ces batteries pour qu'elles soient recyclées ailleurs, parce que c'est un enjeu en termes d'autonomie stratégique d'être capable de recycler ces matières sur notre territoire et après de remonter toute la chaîne de valeur sur notre territoire. Parce que là, aujourd'hui, en fait, on a une dépendance aux combustibles fossiles importés qui est en train de nous éclater au visage avec la Russie. Il s'agit de ne pas redévelopper cette dépendance vis-à-vis notamment de la Chine, qui extrait des matières, mais surtout qui raffine des métaux. Donc, il y a tout un enjeu pour l'Europe à se positionner sur les chaînes de valeur métalliques pour gérer ces dépendances. Donc on le voit quand même, l'avenir des voitures électriques s'annonce peut-être un peu radieux. En 2035, clairement, ça sera plus possible d'acheter un véhicule thermique. Donc je pense qu'on aura fait une croix sur ça. Il y a aussi d'autres énergies peut-être dont on peut parler. Est-ce qu'on peut pas aussi envisager des voitures à hydrogène ? Pour moi, non. En tout cas, pas des voitures particulières. Parce qu'aujourd'hui, le bilan énergétique de l'hydrogène est assez catastrophique. D'ailleurs, il n'existe pas d'hydrogène vert. Ouais, alors justement, comment on le produit, l'hydrogène ? Comment ça se passe ? Ouais, ça, pareil, il faut de l'énergie. Là, je vais laisser mes collègues répondre parce qu'ils sont beaucoup plus précis. Vous avez l'info. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficience, en gros, de l'hydrogène, de la production jusqu'au roulage est à peu près 36-40%, alors que l'efficience du direct charging, donc de l'électricité qu'on va charger directement dans les batteries, est jusqu'à 90%. D'accord. Ça veut dire qu'il y a presque pas de perte. Ok. L'hydrogène, faut pas s'emballer. On en consomme déjà dans l'industrie. Par exemple, les engrais sont produits à partir d'hydrogène, essentiellement produits à partir de matières fossiles. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de décarboner l'hydrogène qu'on consomme déjà. Dans l'hydrogène qu'on consomme déjà, 1 million de tonnes en France, il y en a 400 000 tonnes qui sont pas des coproduits, parce qu'on produit aussi de l'hydrogène en tant que coproduit d'autres choses. C'est-à-dire que quand on produit du coke, qui est un charbon particulier pour la métallurgie, on produit de l'hydrogène avec. Dans l'hydrogène qui est produit pour lui-même, il y en a 400 000 tonnes en France. Si on veut produire cet hydrogène bas carbone par électrolyse, à partir de l'électricité bas carbone, il faudrait l'équivalent d'environ 3 réacteurs nucléaires de 900 MW dédiés à ça. Donc déjà, c'est quand même beaucoup pour produire l'hydrogène qu'on consomme, une partie de l'hydrogène qu'on consomme actuellement. Donc après, si on veut produire davantage d'hydrogène, il va falloir énormément de capacités de production d'électricité bas carbone, que ce soit des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales nucléaires, des barrages hydrauliques. Et donc, il va falloir arbitrer les usages de l'hydrogène. Donc en priorité, l'hydrogène va devoir être utilisé dans les usages qui ne peuvent pas être décarbonés autrement. L'industrie. Donc la production d'engrais, la métallurgie. C'est peut-être pas une solution.
Et éventuellement, si on a un petit peu plus d'hydrogène, on peut l'utiliser dans la mobilité lourde, qui ne pourra pas être ou difficilement être décarbonée par batterie, mais surtout pas dans la mobilité légère. Où là, on a des semi-remorques, par exemple, pour mobilité lourde, je sais pas. Non. Éventuellement ça, ou des électrocarburants pour le fret maritime ou aérien, mais ça restera marginal. Pour le fret routier, ça peut se faire avec des véhicules électriques. Il y avait des gros doutes, notamment sur le kilométrage journalier de ces véhicules lourds. Et en fait, ça passe avec des batteries normalement. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment pour il suffit d'avoir des plus grosses batteries et ça passe. Oui, je pense que le transport lourd, c'est vraiment l'avion, l'aérien, c'est vraiment le maritime. Là, oui, je pense que l'hydrogène a une carte à jouer. Mais donc l'avenir de l'hydrogène, ça serait ça. Ça serait plutôt là qu'on l'utiliserait. Oui, et par contre, c'est ce qu'on voit notamment dans l'industrie aéronautique où ils disent on va en faire des avions à hydrogène. Comme l'a dit Maxence, en priorité 1, c'est l'industrie. Ou pas, enfin, il y a un débat à avoir, mais en tout cas, il ne faut pas que l'aviation s'accapare tout ce potentiel d'hydrogène, notamment parce qu'ils auraient de l'argent. Yep. Oui. Je pense que là, tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment important. Si on parle de décarbonation de l'aviation, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle des carburants aviation durables, donc à partir d'huile usagée, à partir d'hydrogène, etc. Par contre, si on veut vraiment que ce soit durable, le gisement de matière est limité, parce que si des huiles usagées, il n'y a pas une quantité infinie, donc après, il va falloir passer par exemple des huiles de palme, et ça, c'est beaucoup moins durable. Et pareil, si on veut faire des électrocarburants, donc des carburants issus d'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité, et c'est limité aussi. Et donc, en fait, si l'enjeu, c'est de décarboner les quelques vols qui permettront de transporter des diplomates, parce que ça reste utile quand même de discuter entre États, ou des familles qui veulent une fois de temps en temps se revoir parce qu'elles sont éclatées sur plusieurs pays, oui. Si l'enjeu, c'est de faire croître le Paris-Barcelone à 15 €, non, c'est absolument impossible de décarboner l'aviation pour faire du Paris-Barcelone bas carbone à 15 €. Et donc, la décarbonation de l'aviation... l'avion vert, entre guillemets, j'aime pas du tout le terme vert, c'est pour décarboner les derniers vols une fois qu'on a fortement réduit l'usage. Et ça, c'est valable pour toutes les technologies de décarbonation et toutes les énergies bas carbone. En fait, si on utilise autant les fossiles, il y a une raison. Donc, toutes les alternatives sont moins intéressantes, présentent des contraintes, et donc ça ne permettra pas de maintenir ce niveau de service. À titre particulier, est-ce qu'on doit encore aujourd'hui reproduire le même modèle qui avait été mis en place avec les voitures thermiques, des voitures puissantes, ou c'est le moment de devenir plutôt économe en énergie ? Non, il faut devenir raisonnable, mais il faut que les constructeurs eux-mêmes soient raisonnables. Il faut arrêter les gros SUV qui consomment, les gros trucs comme ça. Aujourd'hui, faut pas les reproduire en électrique. Vous avez Hummer qui sort un Hummer électrique avec une batterie de 200 kWh. Ah oui, quand même. La batterie toute seule pèse 1,8 tonne. Ils font pas plus de kilomètres. Dans ma Kia e-Niro, un peu de pub pour Kia au passage, la batterie pèse 460 kg, quelque chose comme ça. Donc, je veux dire, c'est une aberration. Même Mercedes, aujourd'hui, est en train de prendre une direction qui n'est pas bonne du tout. Tesla, alors ? Le modèle Tesla, c'est quoi ? C'est des véhicules chers, mais qui ont de bonne autonomie ? C'est des grosses voitures ? C'est quoi le modèle Tesla, là ? Détrompez-vous. Tesla a des petites batteries, relativement parlant. La Model 3 a une batterie de 54 kWh. Oui, c'est pas énorme. Ma Kia a une batterie de 64 kWh. Mais la gestion de l'autonomie de la batterie par Tesla et l'avance technique de Tesla, qui a 10 ans d'avance sur les autres constructeurs, c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui court après Elon Musk, fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin, en tout cas sur ces modèles moyenne gamme, parce que vous avez des modèles S plus grosses, ou des modèles Plaid qui sont bien plus gros évidemment, ils n'ont pas besoin. Et d'ailleurs, Elon Musk l'a toujours dit, pour lui, une autonomie de 1000 km sur une voiture électrique, c'est une aberration. 400 à 500 km, c'est largement suffisant pour tout le monde. Toute la question, c'est d'arriver à recharger après. Oui, Mylène ? Quelle est aujourd'hui, du coup, la meilleure voiture électrique qui existe sur le marché ? Quelle question. Des modèles de chez Kia, par exemple, visiblement. Ça dépend des besoins aussi. Très pro-marque. Alors, tout dépend du budget. Pas la nouvelle 4L. Non, mais sans vouloir... C'est impossible aujourd'hui de savoir. Non, parce que ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Aujourd'hui, la numéro 1 des ventes en France, c'est la Fiat 500. Ouais. Elle a 250 km d'autonomie. Oui, c'est des petites voitures comme les 208, les Zoé, les trucs comme ça. C'est la première. Mais c'est l'usage qui est destiné finalement à la voiture électrique. On l'a dit pour la petite mobilité. Si on fait un Marseille-Paris, autant prendre le train. Mais évidemment, personne ne conduit Marseille-Paris sans s'arrêter. Personne n'a besoin de diesel, si, ça se fait. Vous conduisez 8 heures d'affilée, 6 heures d'affilée ? Ah non, mais on peut s'arrêter, faire une pause. Donc vous arrêtez, vous buvez un café, vous mangez, vous faites ce que vous voulez, et vous rechargez. Je vois l'idée. Voilà, effectivement. Donc pendant 400 ou 500 km, c'est largement suffisant. Okay. Et donc vous êtes sobre
Dans les coûts, vous êtes sobre en batterie et vous êtes sobre en énergie. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ? Effectivement, dans cette logique-là, oui, parce que bien sûr, on roule pas 8 heures d'affilée. On s'arrête forcément dans une aire de repos, pour effectivement boire un verre, quelque chose, au moins une petite 20 minutes. Donc aujourd'hui, la meilleure voiture à acheter, c'est la Kia e-Niro, je le répète. Non, mais du coup, clairement, le souci qu'il y a sur les recharges, aujourd'hui, les bornes de recharge, il n'y en a pas partout. Donc, il faut que le réseau se développe. Et de deux, l'idéal, ça serait de recharger sa voiture comme si on allait faire un plein tout simplement à la pompe. Pas attendre une demi-heure, je sais pas. Aujourd'hui, le marché de l'électrique en France, je crois qu'il est de 2% du parc total. Aux États-Unis, c'est 5%. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est reproché aux voitures électriques, c'est ça, c'est qu'on peut pas les recharger facilement. Non, c'est pas vrai. Moi, j'habite en appartement. Ouais. Je n'ai aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, avec une autonomie de 400 à 500 km, vous rechargez une fois toutes les semaines, une fois tous les 10 jours avec une utilisation urbaine. Donc une fois tous les 10 jours, vous trouvez une borne municipale et il y en a dans toutes les villes, même dans les petits villages du Var. Moi, j'en ai vu dans les tout petits villages du Var où il y a 1000 habitants parce qu'aujourd'hui, c'est une obligation de toute façon. Parce que le réseau commence à se développer. Et puis, vous pouvez charger sur une prise de 120 volts et puis vous pouvez charger sur autoroute. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un souci que de charger. Au quotidien, ça se vit bien aujourd'hui. Sans aucun souci. Et point de vue prix, c'est plus cher, moins cher que l'essence, le diesel ? Comme toute industrie qui a à peine 10 ans, effectivement, les voitures sont encore un peu chères. Les aides de l'État aident beaucoup, les aides des départements souvent aident beaucoup, les aides des villes parfois. Mais on voit aujourd'hui que la nouvelle modèle 2, qui ne s'appellera pas modèle 2 de Tesla, va coûter dans les 20-25 000 $. Donc, il y a des prix plus proches des voitures thermiques. Hors aide de l'État. Ouais, et puis ce qui est important là-dessus, c'est aussi de dire que ça coûte plus cher à l'achat, par contre ça coûte moins cher à l'usage. Un plein de voitures électriques coûte beaucoup moins cher. Un plein de voitures électriques à la maison aujourd'hui est tarifé mais entre 8 et 10 euros. Ouais. Un plein sur une borne municipale 11 kg ou 7 kW, c'est les vitesses de recharge, est facturé entre 15 et 16 euros, suivant les villes bien sûr, parce que chaque syndicat d'énergie pratique ses prix. Et sur autoroute, c'est là où c'est le plus cher pour les bornes très rapides, où là, on peut dépasser les 20 à 25, voire 30 euros, suivant certains opérateurs. Et un plein de vélo électrique, ça va être quelques centimes. Ah oui, non, mais là, c'est trop pour rien, on peut le brancher à la maison. Vive le vélo. Ça, c'est top. Oui, mais après, pour faire 200 km, faut pas être... Il y en a qui le font. Hein. Mais oui, pour faire des trajets de 10 km, tout ça, ça passe très bien en vélo électrique, effectivement. Et justement, c'est totalement raccord avec Estelle, du côté de Melun, en région parisienne, qui nous disait, est-ce que l'explosion des prix de l'électricité qui arrive dans les mois et années du coup à venir, parce que l'électricité ne fait qu'augmenter, va mettre un frein à la vente des véhicules électriques ou pas ? Est-ce que c'est quand même rentable d'acheter un véhicule électrique maintenant ? Il faudrait que l'électricité soit multipliée par 5 ou 6. Les prix de l'électricité étant indexés sur ceux du gaz, donc du fossile, dans tous les cas, l'évolution sera à la hausse. Donc, alors après, sauf si les règles changent. Il faudrait changer les règles à un moment donné, parce que ça va devenir complètement décorrélé de la réalité. On l'a dit en France, l'énergie électrique n'est pas si chère que ça, grâce au nucléaire. Pardon. Il faudrait que les prix soient multipliés par 5 ou 6, mais nonobstant quand même des facteurs qu'on oublie un peu trop souvent, qui est de ne pas polluer en roulant, qui est de ne pas faire de bruit et qui est de ne pas dégager de chaleur fatale en ville. Or, la chaleur fatale en ville, pendant les périodes de canicule, c'est plus 2 à 3 degrés parfois. Et ça, c'est quand même un facteur très important. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Effectivement, les voitures dégagent de la chaleur et les voitures électriques, presque pas. Beaucoup moins. Peu, pas, ouais. Oui, et puis sur le prix de l'électricité, actuellement, en France, il y a quand même une bonne régulation, au moins pour les consommateurs particuliers. Ah oui, parce que sinon, on aurait eu, je crois, 40 ou 44% l'année dernière au lieu de 4, et là, 120% d'augmentation au lieu des 15 qui sont prévus. Voilà, donc on est quand même bien protégé parce que, alors il y a tout un débat sur la façon dont on va pouvoir maintenir cette régulation. Parce que ça va coûter de l'argent à l'État, tout ça. Et donc, c'est parce qu'on peut se permettre de le faire en France. Sur l'électricité, moins que sur le gaz, parce que, en fait, pour pouvoir avoir une régulation, il faut avoir... pour que la régulation soit intéressante, il faut avoir des coûts qui restent faibles. Et quand le prix de marché s'envole, il y a quand même une manne à partager entre le coût qui reste faible et le prix de marché qui s'envole. Jean-Paul ? Oui, un petit mébol là. En fait, effectivement, une voiture thermique, le rendement, c'est 25% à peu près. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émissions de chaleur, alors qu'une voiture électrique, c'est à peu près... 90, 80%. 86 à 90. Donc effectivement, le contenu énergétique que vous avez dans l'électricité, vous le valorisez plus en énergie mécanique que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour 1 kW produit en thermique, on en a que 25%. Il y en a que 25% qui vous permettent d'avancer. Alors qu'en électrique, ça va être 900 watts quoi, sur 1 kg. Exactement. Ah oui, donc rien que là, on peut rouler finalement plus longtemps. Donc, on a besoin de moins d'énergie. Donc vous avez besoin de moins d'énergie en électrique pour faire la même distance. Voilà. Par contre, pour ce qui est du coût,
Personnellement, il faut quand même se rappeler que quand on achète de l'essence, une grande quantité, c'est des taxes qui vont à l'État. Oui. Et je ne serais pas surpris qu'à terme, au fur et à mesure qu'on consomme de moins en moins de carburant pour aller vers l'électrification, il y aura un manque à gagner par l'État. Et je pense que le coût de l'électricité, pour cette raison, montera. Et est-ce que dans ce cas-là, on peut imaginer produire sa propre électricité à la maison pour alimenter son véhicule? C'est ce que j'allais répondre à Jean-Paul. C'est-à-dire que le pétrole, vous ne le produirez jamais chez vous. L'électricité, vous pouvez la produire chez vous. Aujourd'hui, les panneaux ont une efficience qui ne le permet pas, mais demain, avec des panneaux à 50%, 60% de rendement aujourd'hui sur un panneau. C'est les balbutiements. C'est les balbutiements. Aujourd'hui, c'est 26%. Jinko a atteint 27, je crois. Ouais, mais le grand public, c'est 20, 21%. C'est-à-dire, on récupère que 20% de l'énergie du soleil. Et demain, vous en récupérerez 50. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est que pour avoir une production, je sais pas s'il faut mettre 50 kW de puissance sur son toit. C'est pas possible aujourd'hui. Ça n'existe pas en photovoltaïque. C'est 300 mètres carrés. Bah oui, donc c'est totalement délirant. C'est pour ça qu'effectivement. Mais petite question, là, pour simplifier, est-ce qu'on peut quand même dire que sur une voiture électrique, bon, l'électricité, le coût d'électricité qu'on va mettre dedans, on peut dire avec une bonne approximation qu'il est négligeable par rapport à l'entretien. Finalement, il faudra quand même changer des disques, il faudra changer des pneus, il faudra changer des pièces un peu mécaniques dans une voiture, mais l'électricité, finalement, à côté de ça coûtera rien, quoi. Si l'électricité reste à ce prix-là, oui. Et au niveau de l'entretien, effectivement, ça va être les parties roulantes. Oui, parce qu'il n'y aura pas de vidange, il n'y aura pas de nettoyage de moteur. Il n'y a pas d'entretien, mais il y a quand même un peu d'usure mécanique. Alors je vais vous dire, même au niveau des freins, avec la décélération et la régénération par décélération électromagnétique. On les change moins souvent ? C'est pas qu'on les change moins souvent, c'est que moi, ils rouillent. Parce qu'en fait, je m'en sers pas. Ah, mais oui, ok. Ah oui, d'accord. Ah oui. On freine moins. Vous pouvez vous passer de frein, sauf en cas d'urgence. Si vous conduisez d'une manière intelligente. Et c'est là où j'en reviens à une autre façon de conduire et une autre approche de la conduite moins agressive. Donc Olivier, ça ferait bizarre de reprendre une voiture thermique tout de suite là. Après l'émission, là ça. Je repars en vélo. Ça va, on a des vélos électriques, on peut repartir tous en vélo, ça peut être pas mal aussi. Non, vraiment, je vous encourage. À tester ça, effectivement. À quoi va ressembler du coup la mobilité de demain? Des trajets courts, une voiture électrique? Terminer tranquillement l'émission. Quel est le futur des voitures et de la mobilité en général? 2-3 minutes pour terminer l'émission, effectivement. Quelle va être la mobilité de demain? Je vous cite juste une anecdote et après je laisse parler mes collègues parce que j'ai beaucoup parlé sur le VE. Elon Musk, dans sa bio, disait qu'il avait mis en place l'autopilote de la Tesla dans un seul but, c'est qu'un jour les Tesla décèlent quelles sont les personnes à prendre sur un même parcours, automatiquement s'arrêtent à chaque maison, remplissent la voiture, emmènent les gens et reviennent se garer. Pour moi, c'est ça l'avenir. C'est les voitures autopilotées sans pilote, sans chauffeur. Baptiste? Pour moi, c'est l'avenir. C'est un monde où il y a plus de proximité, un aménagement des villes différents, etc. Et c'est aussi un monde où, quand on parlera d'énergie, on ne sera pas 5 hommes autour de la table. Et je sais que c'est pas de votre faute parce qu'en fait, il y a très peu de femmes qui parlent de ça. Ça, c'est vrai. J'y ai pensé avant l'émission. Je dis, mais en fait, on va avoir que des hommes ce soir. Et en fait, du coup, c'est un appel à toutes les femmes qui auraient envie de travailler sur ce sujet-là et aux étudiantes ou aux personnes qui vont commencer les études, aller dans ces métiers techniques parce qu'il y a plein de super défis à relever et il ne faut pas que ce soit que des hommes qui le fassent. C'est des métiers d'avenir, tout ça. C'est des métiers d'avenir, oui. Jean-Paul? Oui, je pense qu'on va vers une évolution sans précédent sur la mobilité. Je pense qu'on n'arrive pas à se rendre compte, mais on va passer effectivement d'un monde où la voiture est reine. On utilise la voiture presque exclusivement pour se déplacer. Et je pense qu'effectivement, l'avenir, ce sera des déplacements où on va peut-être user plus de semelles que de pneus. On marchera plus. Beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, effectivement, il y aurait un report modal avec ce qu'on appelle mobilité douce. Alors, j'aime bien le mot mobilité douce. Moi, je préfère dire mobilité active parce que pédaler, ça vous active un peu. Donc, je pense qu'on va aller vers, effectivement, la marche à pied, le déplacement en vélo. Et pour ce qui est des voitures, effectivement, ça sera sur un diamètre de 30-50 km pour après basculer sur le train. Et pour ça, il faut adapter les infrastructures. Ça ne se fera pas sans un ajustement d'infrastructure. Maxence. Pour ne pas répéter ce qui a été dit avant, avec lequel je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut que, pour que ça se passe de la meilleure façon possible, il faut bien expliquer les enjeux à la population pour qu'elle comprenne pourquoi il faut faire évoluer la mobilité et que ces évolutions de la mobilité ont pour fonction de préserver la mobilité face à l'épuisement des combustibles fossiles et face à notre besoin de nous sauver des combustibles fossiles pour préserver le climat. Donc il y a vraiment tout un enjeu éducatif pour expliquer les enjeux et après que les gens contribuent aussi à cette mobilité de demain parce que c'est quelque chose qui est là pour le coup c'est de l'organisation sociale, il y a de la démocratie à mettre là-dedans. Et Brice?
Alors juste pour finir, en tout cas chez EDF, on n'est pas encore à la parité, mais on s'en approche. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, et voilà, moi je veux pas redire ce qui a été dit. J'espère seulement, parce que je suis pas devin, mais que dans les choix, on aura le choix à l'avenir et que c'est le choix qui primera sur la contrainte. Eh ben c'est parfait tout ça. On va refaire un petit tour de table. Nous avons donc reçu pour cette émission, et voilà, les 2 heures, on arrive au bout de cette thématique pétrole, électricité, gaz, à bout des ressources, à bout du modèle actuel. On voit qu'on s'oriente vers plein de choses différentes pour notre avenir. Donc nous recevions autour de cette table Maxence Cordiez, qui est ingénieur au CEA et auteur du livre Énergie chez Tana Édition. Merci Maxence. Merci. Brice Sauvage, ingénieur sur les projets de maintenance du parc nucléaire chez EDF. Merci. Merci. Nous avions Baptiste Andrieux qui est doctorant en modélisation des liens énergie, économie, matières premières à l'Institut des sciences de la Terre et au Shift Project. Merci. Jean-Paul Calvé, membre de l'association des shifters qui lance des réflexions sur la décarbonation. Merci. Merci. Nous avions aussi Olivier Caldoucian qui est membre de The Provençaux, l'association Fauve et usager de véhicules électriques depuis 2018 et au quotidien aussi d'une Kia El Niro. On en a parlé. Merci pour le sponsor de la soirée. Merci à vous d'avoir organisé cette table ronde. Et on avait au téléphone aussi Vincent Arouet qui est directeur général de Senologie. J'en profite aussi pour vous dire qu'on peut se retrouver tous les jours sur le www.fautquonenparle.fr www.fautquonenparle.fr pour retrouver les actus. Et pour les gens du sud de la France, on a aussi le www.varactu.fr. On vous attend très nombreux sur ces sites-là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une prochaine enquête bientôt. Oui, à bientôt. À ciao. Bye bye bye. Bye bye bye.